Salut les crinqués! Les crinqués, c'est une bande de malades. Et ce soir, on joue au Docteur, épisode 82. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Épisode 82. Failli dire 1982 encore. J'ai hâte de changer de décennie. À 1982, on devrait être mort quand on va être rendu là. À l'épisode 1982. Ouais, non, rendu là. Attends, à 26 épisodes par année, ça se peut fort bien qu'on soit ridé un petit peu. Ça va être la relève. C'est ça. Nous parlons des docteurs aujourd'hui. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Salut. Et Red the Gamer n'est pas là aujourd'hui. On filme et enregistre cet épisode-là sur semaine parce que Paperman avait peur du vendredi 13. Tout à fait. Impossible à faire un podcast. C'est ça. En plus, c'est un vendredi 13 de pleine lune. J'avais préparé ma planche de Ouija en plus. Ah non, c'est... Oui, ben là, on a sorti notre jeu Opération à la place. Ah, c'est mieux. Moins épeurant un petit peu avec... de Homer Simpson qui se fait opérer. Je rappelle le principe du podcast des crinqués. On prend un pan de la culture populaire, on essaie de démontrer son étendue et on se le démontre nous autres mêmes la plupart du temps. On se rend compte que c'est encore une fois un domaine immense et par la suite, on essaie de vous le faire apprécier, de vous le faire découvrir un petit peu plus, vous donner au moins le goût de le découvrir un petit peu plus. Et celui d'aujourd'hui va être encore une fois pas mal vaste. Oui, vaste et je dirais aussi... un peu confus, hein, parce que c'est pas évident à en partant, on l'a séparé. Mm-hmm. On voulait faire sur la santé, puis on a décidé de diviser ça un peu pour diminuer l'iceberg un peu. Oui. Se donner une chance. C'est ça, parce que ce soir, c'est vraiment les docteurs ou tout ce qui gravite. Le staff qui gravite autour. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va faire un épisode sur les lieux, c'est-à-dire hôpitaux, asiles, clinique. Moi, il n'y a pas si longtemps, je terminais mon premier roman de Mary Higgins Clark et c'était la clinique du docteur H. OK? Donc, il y avait une clinique, il y avait des docteurs, puis il y avait toutes sortes de mésaventures palpitantes là-dedans. Sûrement un meurtre. Ou plus. Ou plus. Donc, ce soir, les médecins, le podcast des crinqués, les docteurs. Le podcast des crinqués, on peut l'écouter sur le site internet du podcast, qui est podcastdescrinqués.website. On l'a sur différentes plateformes également de streaming. On est en vidéo sur YouTube grâce à Dr. Phone, qui nous commandite l'équipement, puis on est bien content de pouvoir faire ça. Donc, ce soir, les docteurs. Et je pense que les docteurs sont dans la culture populaire depuis qu'il y a de la culture populaire, je pense. Ben oui, je pense que oui. Parce que... tout ce qui gravite autour de la médecine, là, ça a toujours été extrêmement populaire. Là. C'est ça. C'est souvent relié avec l'horreur, d'ailleurs. Hein, quand on fait vraiment des recherches. Là. Oui. Tu sais, le côté de docteur fou, là, le docteur un peu psychopathe. Là. C'est ça. Ou docteur qui se sent investi de la mission de remplacer Dieu. Oui. Aussi. Ouais. Quand moi je vais parler du tour d'horizon que j'ai fait du petit écran, là au petit écran, il y a des docteurs. Ça, il y en a une tralée. Dans les films aussi, là, il y a des docteurs également, surtout des histoires de vrais docteurs qui ont été portés à l'écran. Là. Ah oui, absolument. Des belles histoires qui redonnent foi à l'humanité. Moins d'horreur, ceux-là. Ouais, c'est ça. Mais sont moins aussi, je vais dire, fantaisistes, là, dans le sens là, où on... sont réalistes. C'est ça, on s'en va moins dans un monde tordu ou imaginaire. La fiction. C'est ça. Donc, allons-y donc avec des romans. Il y en a peut-être quelques-uns. Il y en a quelques-uns, effectivement. Puis j'ai essayé de
de garder le concept docteur, médecin dans la culture geek et populaire. Donc vraiment là, dans la fiction, comme tu dis, là, je parlerai pas de Dr. Grey. Oui. Ça, je vais peut-être m'en charger. Puis, Patch Adams non plus. Là. Je vais vraiment rester là. Puis je m'excuse pour ma voix. Là. J'ai un petit peu de enrhumé. Là. Tu iras voir le docteur. Je vais aller voir le docteur, ça fait partie. Garde à tout seigneur, tous honneurs, je pense que quand on parle de docteur, le plus connu dans la littérature populaire, dans la littérature geek, mais c'est le docteur Frankenstein. Ben oui. Je veux dire, on peut pas faire autrement. Le docteur Frankenstein qui vient d'un livre qui a été écrit par Mary Shelley. Alors on est en 1818 environ, ben pas environ, c'est en 1818. Je pourrais vous rappeler quelle était la place de la femme en 1818. Ouais. Hein? Bon. Que Mary Shelley, qui est comme la grand-mère de la science-fiction moderne, là, parce que son roman, c'est effectivement la base même de la science-fiction. C'était un des premiers. Ça l'est peut-être. Ça semble moins de la science-fiction aujourd'hui. Mais ça l'était à l'époque. Mais à l'époque, ça devait être presque sacrilège. Alors là, le docteur qui veut devenir Dieu, on l'a tout à fait. Je veux dire, le docteur Frankenstein, lui, ce qu'il veut, c'est créer la vie. Donc, il va créer le Prométhée moderne, ce qu'on appelle avec des morceaux de cadavres, ou ce qui va déterrer lui-même, essayer de créer ce monstre-là. Mais en fin de compte, on va se rendre compte que est-ce que c'est réellement lui qui est le monstre? Est-ce que c'est la société qui est autour de lui qui est le monstre? Des thèmes qui sont récurrents dans la littérature populaire, dans la littérature geek. On pensait qu'à Conan, par exemple. Là. Est-ce que c'est vraiment lui qui est le barbare et non la civilisation qui est autour? Ça. On a le même questionnement avec Mary Shelley. La genèse du roman, ça n'a pas été facile. Je ferai pas toute la conception artistique de ce roman-là. Par contre, c'est un roman qui est extrêmement classique. C'est un roman qui doit être lu au moins une fois dans notre vie parce que c'est la base. C'est vraiment le commencement de ce qu'on peut appeler la science-fiction moderne. Oui. Puis c'est vraiment très bien fait. Et le docteur Frankenstein, il est quand même assez barjot, hein, on va se le dire. Là. OK. Parce que moi, l'image que j'en avais, mais j'ai pas lu le roman, j'ai pas vu non plus l'adaptation, c'était Robert De Niro qui tenait le rôle du monstre. Oui. Ça, c'est l'adaptation un peu plus récente. C'est ça. Parce que c'était Boris Karloff qui le jouait à l'époque de la Hammer. C'est ça, avec les mais il jouait Frankenstein, il jouait pas le docteur Frankenstein. C'est ça. Mais il me semble que le docteur Frankenstein a jamais eu l'air fou. Okay. Il est pas fou, mais... C'est sûr que le principe de base, son idée de base, c'est Sa folie, c'est dans dans sa passion. Sa folie, elle vient plus dans sa création. Oui. Un coup qu'il a vu sa création se réveiller, là, il devient vraiment fou. Puis c'est là qu'il perd la tête, il tombe malade. Ouais. Puis il est prêt à tout aussi là, pour réussir cette création. Oui. C'est à tous les sacrifices possibles. Là. Puis par la suite, il est prêt à tout pour la détruire. Effectivement, parce qu'il voit que ça n'a pas tourné comme lui le voulait. Alors, sauf que là, t'as le concept que maintenant, cette créature-là, elle est vivante. Je veux dire, tu peux pas te débarrasser d'une créature vivante comme ça. Alors, il y a beaucoup d'éthique, beaucoup de morale à l'intérieur du roman. Tu sais, c'est pas un monstre qui court avec des messieurs avec des torches pour essayer de le brûler, là. Ce qu'on voit principalement dans les premières adaptations, c'est beaucoup plus profond que ça. Puis ce que Mary Shelley a fait, là, c'est vraiment extraordinaire. Là. Pour l'époque, là, on se rappelle qu'en 1818, là, femme qui écrit un roman, là. Moi, je me rappelle vaguement d'avoir vu une adaptation en téléfilm ou en mini-série, mais là, on est fin des années 70, début 80, et il me semble que le docteur amenait sa créature dans des fêtes, là. Je veux dire, c'était avant, il est un être humain comme tout le monde, une partie, et après ça commence à mal tourner, là, il commence à pas à décomposer, mais pas loin, là, mettons que ça va pas aussi. Je me souviens pas de ça, mais honnête, là. Mais c'est ça, j'ai aucune idée si c'est vraiment ça dans le roman non plus, là. Non. Non, dans le roman, dans le roman, la créature va demander à son créateur de lui faire une autre, une compagne, dans le fond. OK. Puis là, ça aussi, ça va beaucoup tourmenter le docteur Frankenstein. Qui va devenir la fiancée de Frankenstein. Qui finalement ne verra pas le jour, là, mais c'est beaucoup de questionnements puis de... OK. Je rappelle, en 1818, c'est tout à l'époque. Moi, c'est ce qui... Mais c'est encore d'actualité. Oui, mais c'est ça qui est incroyable. C'est que t'écris ça en 1818, ça fait énormément de temps, puis ça reste encore
tellement d'actualité. Fait que tu dis qu'elle a réussi son coup. Là. Ben oui. Je veux dire, c'est clair que cette femme-là a écrit quelque chose qui est intemporel. D'ailleurs, son œuvre est immortelle. Là. Oui. Je veux dire, on va encore parler de Frankenstein là, dans 5 ans, 60, 70 ans. Ben, j'espère. Est-ce que son film, le film sur la vie de Mary Shelley est sorti? Est-ce que ça va voir le jour? Il y avait pas un American Gothic à l'intérieur qui était dedans, mais moi, j'ai pas souvenance d'avoir vu une bio Parce que j'avais cru voir un projet qui était lancé pour la bio. Ben, si c'est le cas, c'est tant mieux, parce que je pense que c'est pleinement mérité. Là. OK. Je veux dire, c'est... Faudrait que je me renseigne là-dessus. Puis ça permet aussi de découvrir des choses qu'on connaît pas, parce qu'on souvent on la connaît en surface, mais toute la création en arrière de tout ça, c'est le fun, le processus créatif, de voir comment elle a fait ça, comment elle a pensé à ça, comment elle est arrivée à cette époque-là à faire ça. C'est ça. Puis c'est quoi les embûches qu'elle a eues, parce qu'elle a sûrement eu des embûches, c'est sûr et certain, avant de se faire Elle a pas eu une vie facile. Elle a vraiment pas eu une vie facile. Il y a pas grand femme qui avait une vie facile à cette époque-là, on va dire, mais franchement. Mais elle, c'était une femme libre. En plus. C'était pratiquement le démon. Ah, c'est ça. C'était pratiquement le démon. Elle faisait ce qu'elle voulait. Tant mieux. Hein. C'est ce qu'on aime aujourd'hui, c'est ça. Le deuxième plus grand médecin de la littérature au niveau de geek et populaire, selon moi, bien entendu, là, c'est toujours selon moi. C'est toujours une perspective par rapport à moi. Je vous dis Abraham Van Helsing. Oui. Abraham Van Helsing. C'est la question que je me posais dans le début de podcast. Je me rappelais plus si c'était un médecin ou pas. Ouais, c'est un médecin, un psychologue, un homme de loi. Il fait plein d'affaires. Il y a même un petit côté ésotérique. On ne sait pas trop s'il est magicien ou il l'est pas. C'est un homme qui manque de tact, très dur, très fort physiquement également aussi, excessivement brillant. C'est celui qui poursuit Dracula. Eh ben, il va être amené à... Il connaît Dracula parce qu'il a déjà fait beaucoup de recherches par rapport au vampirisme, mais c'est son ami qui est le chef de l'asile psychiatrique qui va l'appeler pour traiter Lucie. Et alors lui, il va s'avenir à ça, puis à partir de là, il va partir à la chasse de Dracula. Alors, avec des façons très expéditives, on se rappelle tous de la scène où il explique comment tuer un vampire en mangeant. Là. Donc, il explique qu'il faut qu'il plante un pieu dans le cœur, puis il coupe la tête, puis pendant que les gens mangent, on se rappelle que c'est dans la monarchie, là, c'est des gens qui sont excessivement riches, là, avec toutes les petites l'argenterie tout ça, lui il est un peu gros Jean Bardevant, c'est quelqu'un qui est extrêmement réputé, c'est un personnage très complexe. L'œuvre de Bram Stoker, c'est écrit comme en chapitres d'histoire, c'est vraiment comme des lettres qui a été envoyées par Jonathan. Après ça, on va avoir Mina qui va lui répondre. Et on va tout voir ça. C'est un roman qui est quand même assez difficile à lire parce que la continuité de l'histoire est un peu compliquée. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait. Et c'est surtout que c'est le mythe du vampire qui a été créé par Bram Stoker. Je veux dire, le mythe du vampire a été créé par lui. Et le mythe du chasseur de vampires, qui était Abraham Van Helsing, c'est lui aussi qui l'a créé. Hein. Mais à la base, lui, il va essayer de guérir le vampirisme avec les expériences. Et on se rappelle, on était en 1897, là, fait que le microscope et tout ça, là. On s'entend qu'on est loin de Blade, là, où ce qu'on... Hein. Fait que mais on est aussi loin du Van Helsing c'était Hugh Jackman. Ouais, pourquoi tu parles de ça? Ben, parce que ça me fait plaisir. C'est pas obligatoire. Honnête, là. Je veux dire, c'est... Mais ça, ce Van Helsing-là a été un peu le précurseur de tous les réimaginations de contes pour enfants. Ouais. OK? T'as eu Hansel et Gretel qui chassaient les sorcières aussi. Là. Avec Jeremy Renner. Exactement. T'as pas eu aussi une nouvelle version du petit chaperon rouge puis tout ça, là, c'est devenu tout bien dark. Là. Jack et les haricots magiques. Exactement. Donc, regarde, Van Helsing, c'était le précurseur de ça. Là. C'était pas si mauvais en tant que tel. Il y avait le casting de Dracula qui était épouvantable. Là, parce que Dracula avait l'air d'un enfant d'école. C'est loin du Dracula qu'on a vu à l'intérieur de Bram Stoker, qui était un monstre. Là. Je dis qui commence, c'est un monstre. Là. Il est décrépit. Puis c'est un monstre tout le long. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est ce que j'ai préféré du livre au film. Le film, on le voit plus comme un séducteur, puis on voit plus comme une certaine dualité un peu. Mais dans le livre, il est vraiment un monstre tout le long. Dualité, il est un manipulateur, puis c'est un chasseur, puis... il y a pas tout le côté romantique du film
qui est excellent, là. C'est une très très bonne adaptation, là. Mais tout le côté là un peu plus romantique, tout ça dans le roman, là, le film de Coppola, le film de Coppola. Okay. Ah non, c'est lui, il chasse, il tue. Il n'y a aucune compassion, il n'y a aucun cœur, il est pas humain, il n'y a aucune humanité en lui, là. Okay. Puis c'est pas l'amour perdu retrouvé, mais c'est la chasse, c'est le vampire, okay. c'est le thème du démon, là. C'est l'homme qui a renié Dieu, hein. D'ailleurs, lui, il est pas, il est devenu vampire parce qu'il a renié Dieu, là. Je veux dire, okay. C'est une malédiction totale qu'il a eu, là. Il a pas été mordu, il y a rien eu, là. C'est typique par rapport au fait que je renie mon Dieu puis je suis puni par rapport à ça, là. Fait que toutes les affaires là, des 30 deniers là, puis la rivière puis on s'entend là que lui c'est une malédiction totale, mais il vit bien avec sa malédiction quand même, hein. Je veux dire ça le stresse pas trop là. Mais il ment. Ouais. Hey, je vous ai-tu vendu un punch? Là, il ouais, mais il revient dans plein d'autres films. Wow, ils reviennent tout le temps. Ils reviennent tout le temps. Une petite larme sur les cendres et il se régénère. Ouais, ça prend plus que ça, là. Ouais, mais c'est à peu près ça. Je pense que j'ai vu ça dans la BD de Marvel. Oui. Oui, Dracula dans Marvel. Par contre, c'est un beau personnage, Dracula dans Marvel. Oui, le monstre de Frankenstein aussi, c'était pas pire. Oui. En tout cas, je vois peut-être ça avec des lunettes roses, là. C'est le souvenir que j'en ai. C'était quand même bien, je veux dire, c'est pas. C'était bien adapté. Il y avait eu un crossover entre les deux. Ben, c'est clair, c'est sûr, tu peux pas faire autrement, là. Je veux dire, c'est même dans la Hammer, je pense, à l'époque, il doit y avoir eu un crossover. Probablement. Parce que c'était Christopher Lee qui jouait Dracula, puis c'était Boris Karloff qui jouait Frankenstein. Puis Van Helsing, c'était Peter Cushing. Oui, exactement. Peter Cushing qui était le grand Moff Tarkin dans Star Wars, le premier, et qui a été fait en CGI dans Rogue One. C'est vrai. Alors, petite anecdote de culture populaire et culture geek 101. Si je vous dis élémentaire, mon cher docteur. Dr. Watson. Ouais, savez-vous que cette phrase-là n'a jamais été dite dans aucune nouvelle et aucun roman de Arthur Conan Doyle? Le pire, je le savais-tu, je pense pas. Bon, bref, c'est ça. Mais elle vient d'où, cette phrase-là? Du cinéma. D'un film? Oh, ouais, ça vient avec le petit chapeau puis la pipe aussi, là. Je veux dire, c'est tout le concept de ça. Là, c'est même devenu le titre d'une série. Ben oui. Ben oui. Effectivement. Alors, on est en 1852. Alors, Arthur Conan Doyle qui crée son personnage iconique qui est Sherlock Holmes. Ça lui prend quelqu'un à ses côtés qui est le Dr. Watson. Dr. Watson qui est un ancien soldat, médecin généraliste, quelqu'un qui est extrêmement brillant aussi, malgré le fait qu'il soit jamais assez brillant pour Sherlock Holmes, mais qu'il est vraiment assez brillant pour Sherlock Holmes. La seule personne qui est plus brillante que Sherlock Holmes, c'est son frère. Qui est Mycroft, qui est plus brillant que lui. C'est un personnage excessivement intéressant parce que c'est un peu comme la contrepartie de Sherlock. C'est lui qui va lui mettre les pieds sur terre. C'est lui qui va essayer également de le mettre dans le droit chemin à l'époque, parce que Sherlock Holmes a beaucoup de dépendance à la cocaïne entre autres. C'est parce que son cerveau il bouillonne tout le temps. Alors le Dr. Watson il est tout le temps là pour le tempérer, pour faire en sorte qu'il avance. Puis c'est quelqu'un aussi qui a une vision différente. Il n'y a pas le sens de déduction que Sherlock Holmes a. Par contre, il y a une expérience de vie que Sherlock Holmes n'a pas. Lui, c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui a vécu la guerre, il a vécu avec les gens, et il c'est pas un sociopathe, hein, parce que Sherlock Holmes, c'est un sociopathe. Alors, quand c'est le temps d'aller voir des gens, Dr. Watson, habituellement, il est plus adéquat pour aller jaser avec des personnes que Sherlock Holmes. C'est un très, très beau personnage. Oui. Jugez-moi si vous voulez. Ben non. Ou même si vous... Regarde, jugez-moi. Pour moi, la meilleure adaptation du Dr. Watson, c'est Porky Pig. OK? Il y a un dessin animé... Je sais tellement pas de quoi tu parles. Non, mais il y a un dessin animé de Daffy Duck et Porky Pig où ils sont Sherlock Holmes et Watson. Là. C'est désopilant. Ah, j'ai jamais vu ça. À tel point, mais premièrement, que... Daffy Duck en Sherlock Holmes. Non, mais regarde, Daffy Duck, là... Ça doit être quelque chose. On est proche du sociopathe, là. OK? Et Porky Pig, qui est droit comme une barre, là. J'ai jamais vu ça. Oui, à un moment donné, ils sont à un bar, puis là, il y a un poignard qui arrive juste en face de Sherlock Holmes, qui sort sa loupe et qui dit « Un poignard! » Puis Sherlock Holmes, Watson qui dit « Vous avez vraiment un gros sens de la déduction. » Il y a le poignard à 2 pouces du nez. Ah non, c'est très drôle. Aussi drôle que lorsqu'ils sont Robin des Bois et le frère Toc. Oh! Ah ça, là... Mais bon, c'est
c'est mon petit côté Looney Tunes. Ouais, mais Looney Tunes, ils ont tellement fait d'affaires. Mais, donc, est-ce que, tu sais, souvent, on dit les Simpsons l'ont fait, et les Simpsons l'ont fait, on pourrait dire la même affaire avec Looney Tunes, là. Ah non, les Looney Tunes l'ont fait, ils ont tout fait. C'est ça. Ben, tu parlais de Jack et le haricot magique. Les Looney Tunes ont fait ça. Clair, deux, trois versions différentes, je pense. C'est un classique, là. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Il y avait de l'imagination, là, les gens qui travaillaient là-dessus, là. Mais malgré le fait que c'est complètement farfelu, ils ont compris le sens des deux personnages. Ben oui. Parce que tu me décris Watson, puis Porky Pig, c'est exactement ce qu'il fait. Souvent, dans la caricature comme ça, on prend les travers des personnages puis on les multiplie. Mais on comprend la base. C'est ça. Ce qu'on n'a peut-être pas réussi dans la dernière adaptation cinématographique de Sherlock Holmes, je pense que ça a fait patate au cinéma, là. Avec Robert Downey Jr.? Non, avec Will Ferrell. C'est récent. Moi, j'ai adoré ça. Ah oui? Oui, moi, je me suis écoute, j'ai ri. C'est ça, mais moi, je l'ai pas vu. Je me suis fier à Rotten Tomato. Ouais. C'est du Will Ferrell. Faut pas que tu cherches à comprendre rien. Là. Je veux dire, c'est zéro pin bar. Là. C'est de l'idiotie là, de A à Z. Là. Okay. C'est probablement le film qui ferait qui gagnerait aux Oscars là, dans l'idiocratie. Là, mais il faut que tu le prennes pour ce que c'est. Là. C'est vraiment une parodie extrême. Là. Red déteint sur toi. Ah, peut-être. Faut que tu le prennes pour ce que c'est. J'ai entendu Red, là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai écouté ça un soir avec ma conjointe, puis on a ri. OK. Puis c'était avec son copain, là, d'habitude, là. Comment il s'appelle? Je me souviens jamais de son nom, là, lui avec les cheveux bouclés. C'est ça qui tient le rôle de Hardy dans Laurel et Hardy. Là. Il y a une adaptation il était dans les nuits de Talladega. Il fait beaucoup de trucs avec Will Ferrell. Il est vraiment comique, cet acteur-là, mais il est capable de jouer également dans des registres plus dramatiques. Donc, dans la gang de New York, par exemple, là, qui est excellent. Là. Écoute, clairement un hommage à Frankenstein, c'est notre ami Herbert West, le réanimateur. Oui, ben oui. Je veux dire, on est dans les années 20, Lovecraft qui nous sort une nouvelle de ce médecin-là, qui est à l'université de Miskatonic. Alors, c'est la première fois qu'on entendait parler de cette fameuse université-là qui va devenir centrale dans les histoires de Lovecraft. Et là, il y a ce fameux sérum vert qui permet de réanimer les morts. Alors, quelle belle nouvelle. Je n'ai pas lu l'histoire de Lovecraft. Il a fait 2 films, c'est ça? 2 ou 3 films? Il y en a 3. Troisième, je l'ai jamais vu. Il est venu beaucoup plus tard. Mais j'ai vu le premier. J'ai vu les 2 premiers. Le premier, c'est correct. Le deuxième, c'est n'importe quoi. OK? Premièrement, à la fin du premier, tu penses qu'il est mort, puis au début du deuxième, tu sais même pas pourquoi il est plus mort. OK? OK, mais il est encore là, puis non, c'est avec la tête qui est rendue avec des ailes de chauve-souris. Non, mais le premier, j'ai trouvé qu'il avait bien vieilli. Ouais, c'est librement adapté de la nouvelle. Ouais. Je veux dire, c'est quand même bien fait. Je sais que les Italiens ont fait une autre adaptation de cette même nouvelle. Ça doit pas être facilement trouvable. Je pense pas. Ah, ça doit être assez difficile. Parce que j'ai vu une bande-annonce passer une fois, puis j'en ai plus jamais entendu parler. Fait qu'on reste dans le style de Lovecraft, c'est une nouvelle toute en ambiance. Bien entendu que c'est encore quelqu'un qui est un médecin, un docteur qui va essayer de pousser pour essayer de découvrir des choses qu'il normalement il devrait pas découvrir, et on sait comment ça se termine. Avec Lovecraft, ça se termine toujours mal. C'est vrai, ça se termine rarement bien dans les nouvelles de Lovecraft. Pour ce que j'ai lu de Lovecraft, parce que j'ai lu quelques nouvelles, tu le sais jamais vraiment comment ça finit. Non, c'est la fin est toujours ouverte, là, parce que tu sais pas vraiment qu'est-ce qui arrive, voir est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est pas fou, est-tu mort, est-tu pas mort, est-tu dans le monde des rêves, on sait pas trop. Il se transforme-tu vraiment tout en grenouille à minuit? On sait pas. Les grenouilles. Dans le fond, c'est libre au lecteur. Oui. Puis c'est vraiment son style qui fait en sorte de faire douter un peu de la fin. Alors, c'est toi qui décides. C'est lui qui va te suggérer quelque chose. Te faire douter de ta propre sanité. Et oui, il est expert là-dedans. C'était le grand maître. Je passe rapidement sur notre merveilleux Dr. Strange. Ben oui. On peut pas faire autrement. Je veux dire, Marvel Comics, est-ce que je dois vraiment en parler plus longtemps? C'est le neurochirurgien qui a un accident qui devient le protecteur de la Terre avec les arts mystiques, qui va devenir le plus grand magicien de tous les temps et un des personnages les plus puissants de Marvel. Hein, oui. Parce qu'il peut pratiquement tout faire en tant que tel. Parce que dans les comics, il y a souvent des héros avec des noms de docteurs qui sont pas docteurs. Ouais, effectivement. Mais Doctor Strange... Ben lui, il est vrai, lui, ouais.
C'est un docteur en médecine, mais si on prend un exemple, le docteur Bruce Banner, c'est un docteur, mais c'est un docteur dans une... C'est ça, c'est plus un chercheur, c'est plus un scientifique. C'est une discipline de plus au niveau des rayons gamma, au niveau de la physique, tandis que le docteur Strange, lui, c'est vraiment... C'est un chirurgien. Malgré que le docteur Banner, à la télé, je suis pas sûr qu'il était pas plus docteur. Mais encore là, c'était encore au niveau des radiations pis tout ça. C'était peut-être plus un chercheur, lui aussi. Ouais. C'est vrai que si on prend le concept du fait qu'il va étudier les effets des radiations sur le corps humain, alors là, peut-être que, je veux dire, on peut pousser l'expérience à dire que oui, c'est un docteur qui fait en sorte d'essayer d'améliorer la condition humaine, un peu comme un psychologue. Mais si on prend Dr. Doom... Dr. Doom, pas en tout. C'est ça, c'est pas... Puis peut-être du côté de DC, Dr. Fate... C'est ça, je suis pas sûr. Dr. Doom, c'est un être qui est multidisciplinaire. Il fait de la biochimie, il fait de la physique. C'est ça, mais il fait de l'ingénierie. À part de nom, il était-tu docteur? Ben, il est docteur en paquet d'affaires, mais comme je te dis, docteur en physique, il va être docteur en mathématiques, il va être docteur dans des disciplines de sciences très précises, mais je pense pas que Dr. Doom soit docteur de chirurgien cardiaque, là. Malgré le fait qu'il est tellement brillant qu'il va être capable de soigner. Non, j'ai quelques souvenirs où il jouait dans des cerveaux. Ouais, en plus, il est magicien. OK, bon. Les arts mystiques, ça c'est quand il est allé se promener avec le voyage dans le temps avec Iron Man à l'époque du roi Arthur. Petite anecdote, je l'avais déjà conté, à cette époque-là. Bien entendu que le Dr. Doom, lui, se rallie à Morgane Le Fay, parce qu'il est méchant, et puis qu'Iron Man se rallie à notre cher roi Arthur, et c'est là que c'est la première fois où que Iron Man va avoir une fameuse vision, la vision de la guerre civile, de Civil War, où il va se rendre compte qu'il faut réellement qu'il crée une genre de protection, parce qu'il a vu comment ça allait se terminer. Et puis, c'est toute partie de là. Alors, il faut qu'ils réunissent les pièces de leur armure pour revenir à l'époque. Puis c'est de là qu'il a eu ses pouvoirs magiques. C'est une très, très belle run, ça, d'Iron Man et Dr. Doom. Ils ont fait des belles affaires. Le prochain, c'est pour mon ami Eric qui est pas là. Fait que je vais me gâter. Fait que je peux pas parler de docteur sans parler du Dr. McCoy. Ben oui. Léonard McCoy. Je me l'étais noté, Bones McCoy. Bones, c'est son surnom. Ouais, Bones, je vais te laisser en parler plus dans les petits écrans. Non, mais moi, je m'étais noté le nom, puis c'est tout, là. Écoute, c'est un docteur iconique dans la culture populaire. Je veux dire, Star Trek, c'est une série télé, mais il y a eu des romans, il y a eu des jeux de rôle, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu des comics de Star Trek. Le Grincheux, Oui, c'est vrai. Le docteur Grincheux, c'est un peu comme le docteur Watson, dans le fond, de Captain Kirk, là. C'est ça. Lui, il était plus terre à terre. Il est terre à terre, il essaie de le ramener vraiment tout le temps sur le droit chemin. C'est quelqu'un aussi qui est pas friand du danger. Je veux dire, mais c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. C'est quelqu'un qui va aller au-delà de sa condition pour soigner. Je veux dire, lui, il est vraiment là pour le patient. C'est ça. Mais il était du genre, quand tout le monde se mettait à trouver plein de solutions, puis on va faire ça, on va faire ça, lui, il était du genre à lever le doigt puis dire, ben là, virez pas fou, là. Okay, c'était son rôle. C'est un beau personnage qui a été bien repris avec les nouvelles adaptations de J.J. Abrams. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Oui. Je pense que c'est la relation entre les deux là, qui était forte. Là. Oui, absolument. Puis, dans la série, il était bien joué aussi. C'était bien un beau personnage bien écrit. Puis on s'entend là, que c'est des médecins là, du futur, là, fait qu'ils soignent le monde avec une petite barre, un petit bâton. Là. C'est ça. Pense un petit scanner pour on a tout trouvé. On te donne un petit coup de seringue, puis c'est fini. C'est là, ça. C'est-tu le fun? J'ai-tu hâte qu'on arrive à ça? Je pourrais soigner ma grippe là, avec un petit scanner. Exactement. L'étrange cas du Dr. Hyde, Dr. Jekyll et Dr. Hyde, je passe rapidement là-dessus. Roman de Robert Louis Stevenson, on est en 1896. Ce fameux docteur qui se transforme en bête sauvage et sanguinaire qui détruit tout sur son passage. Encore là, on a le concept de l'homme bien, l'homme mal, le bien, le mal. La volonté de repousser les limites de la nature. Et voilà, c'est encore un médecin qui va faire des expériences avec un fameux sérum qui va mal tourner. C'est un grand classique de la littérature. Science-fiction, fantasy aussi. Oui. Fantastique. Pas de fantasy, fantastique. C'est vraiment fantastique, science-fiction. C'est quand même un très, très, très beau roman. Il m'en reste 3. Après ça, je termine. Une petite BD. Écoute, on est dans le franco-belge aux éditions Dupuis.
Raoul Gauvin, qui est un extraordinaire scénariste qui fait beaucoup de trucs pour Dupuis. C'est des femmes en blanc. Les femmes en blanc qui nous racontent le quotidien d'une équipe médicale en Europe, dans un hôpital en Europe, les infirmières, les médecins, tout ça, et dans un contexte très, très humoristique. Alors, on voit vraiment tout le côté coupure, le côté des médecins chialeux, des patients chialeux, et tout ça. C'est vraiment très, très drôle. Je peux pas parler de docteur sans parler des femmes en blanc. Est-ce que Jack l'Éventreur était médecin? On ne sait pas c'est qui. On le pense. On pensait que c'était peut-être un chirurgien. On pensait peut-être que c'était quelqu'un de la noblesse. On pensait que c'était peut-être un nobody. Je vous dirais, lisez From Hell d'Alan Moore. Ouais. Qui est la bande dessinée sur Jack l'Éventreur, qui est un petit bijou. Puis je passe rapidement parce qu'on ne sait pas si c'est un docteur. C'est ça. Mise à l'écran dans un film avec Johnny Depp. Ouais, From Hell, oui, effectivement, qui était une très, 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 très belle adaptation. Et en 1981, Thomas Harris, le grand et unique Thomas Harris, nous arrive avec une trilogie de romans, une quadrilogie de romans, avec le personnage, le médecin tueur sanguinaire, psychopathe ultime de toute l'histoire de la littérature. Okay. Le plus beau personnage qui a été créé, c'est le docteur Hannibal Lecter. OK. Mais voilà. Il est docteur en psychologie. Il est docteur en psychologie, mais il a fait ses études de médecine à Paris. Alors, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup en médecine pour se spécialiser au niveau de la psychologie. On se rappelle que c'est un docteur qui est cannibale, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui a énormément de belles manières, parle énormément de langues, il a beaucoup voyagé. Il a tout, tu sais, il est magnétique, il est charismatique, il dégage, il est manipulateur au maximum. Il est extrêmement dangereux parce qu'il y a une intelligence au-dessus de la moyenne et ben c'est quelqu'un qui aime beaucoup de se faire à manger avec les parties du corps humain. On s'entend. Hein, on se rappelle tous cette merveilleuse scène où il mange le cerveau du monsieur pendant que le monsieur est encore en vie. Ça c'est dans le film Hannibal. Dans le film Hannibal, c'est dans le roman également. Aussi, là. Alors, c'est assez tordu, là. Oui. Personnage iconique au cinéma, qui a été joué par Sir Anthony Hopkins. On se rappelle tout. Je pense qu'il est là 12 minutes, je pense, dans le film. Il a gagné l'Oscar du meilleur... c'est extraordinaire de penser. C'était tellement intense. Et si vous voulez savoir si c'était aussi intense que ça dans le roman, là, je vous dirais que le personnage d'Anthony Hopkins m'a fait beaucoup plus froid dans le dos que lorsque j'ai lu Thomas Harris. Ah ouais. Okay. Parce qu'il a tellement bien cerné le personnage qu'il l'a amené à un niveau de froidure, je sais pas, de niveau d'horreur extrêmement. Écoute, il est glaçant, cet homme-là. Tu le regardes, là, pis t'as même pas le goût d'être dans la même pièce que lui, là. Tu sais, je veux dire, c'est extraordinaire comment il l'a bien joué. Et c'est avant tout parce qu'il est bien écrit. C'est ça. Thomas Harris, qui vient de sortir un nouveau roman. Ça faisait, je pense, 15 ans qu'il avait rien sorti, là. Alors, c'est un des auteurs qui peut se permettre de passer 15 ans sans écrire puis continuer à vivre sur sa notoriété tellement ça a été fort au niveau de... Mais les 2 premières saisons de la série Hannibal. Oui, mais malheureusement, ils ont garoché la 3e saison puis ils l'ont fini tout croche. C'est ça, mais le personnage, l'acteur qui tient le rôle d'Hannibal... Oui, qui a un nom à coucher des hanches. Qui était l'ennemi de Doctor Strange dans le film aussi. Peut-être moins froid qu'Anthony Hopkins, mais dans ce film-là, là, je veux dire, on axe beaucoup sur ses talents culinaires puis sur ses... Mais il était plus jeune, il jouait dans Hannibal Lecter plus jeune, là, avant qu'il soit capturé, donc il était en gestation. C'est ça, mais il était manipulateur pareil. Il développait avec sa relation avec Will, pas Will, voyons. Will, c'est ça. Il développait son côté, tu le voyais qu'il apprenait en même temps. Là, c'est ça. Lui, il apprenait à tuer, il apprenait à être parfait. C'est ça. C'est la perfection même, ce personnage-là. On ne voyait jamais les crimes, on les voyait après. OK? Ouais, puis il était tout le temps ces scènes avec lui. Puis il regardait les autres essayer de faire... impressionné par ce qu'il voyait. Puis les autres, ils essayaient de faire un profil du tueur.
Puis lui, il est engagé pour faire le profil du tueur, mais c'était lui le tueur. C'est tellement hallucinant, là. Non, c'était bien fait comme ça. Tu fais comme, là, mais mon Dieu, que c'était bien écrit. Puis la saison 3 était une chute totale. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ils ont comme manqué de temps, ou ils ont peut-être senti le fait que c'était pas renouvelé, puis ils ont voulu tout finir les histoires le plus rapidement possible. On se dépêche à faire Dragon Rouge. Et souvent, ce que Joël disait, c'est qu'on se souvient souvent des fins. Mm-hmm. Alors malheureusement cette série-là, on se souvient de la fin qui a été bâclée pour oublier toute la merveilleuse deux premières saisons qui est extraordinaire. Oh, oui. C'est plate, hein, mais la victime tout en tranche mince, là. Ah non, mais écoute, c'est vraiment c'était intense. Quelque chose. C'était intense, là. Alors si vous lisez le silence des agneaux de Thomas Harris, allez chercher ça. Écoute, 3 jours, vous allez le dévorer. Tu peux pas arrêter de lire ce roman-là. Quand tu commences à le lire, c'est extraordinairement bien écrit. C'est magnifique. Puis je dis souvent que Lisbeth Salander, c'est un des plus beaux personnages qui a été créé du côté féminin par Stieg Larsson avec Millennium. Hannibal Lecter, c'est selon moi un des plus beaux personnages littéraires qui a été créé. C'est sûr que c'est un personnage qui est psychopathe, psychotique. Il est allé chercher beaucoup de profils de tueurs en série pour le créer. Là. C'est ça, c'est pas un personnage sur lequel on doit se baser pour vivre le restant de nos jours, non, mais c'est un beau personnage. Mais c'est un beau personnage, puis on se rappelle tous qu'il va être arrêté par le policier. Alors, ça finit quand même bien. Il va se sauver, par contre. Là, bon, c'est ça. Hey, c'est good, il y en a d'autres. Ben, moi, j'en rajouterais peut-être quelques-uns dans la littérature. Un de mes classiques à moi préférés, qui est pas un classique de l'imaginaire ou quoi que ce soit, c'est La Peste de Albert Camus, où on suit les aventures du docteur Bernard Rieux, qui va, dans le fond, la ville d'Oran se retrouve en quarantaine lors d'une épidémie de peste, puis lui, ben, il est médecin là-dedans, puis il gravite, il essaye de rester comme... c'est de pas partir en peur avec ça, il fait juste son travail parce que c'est la seule chose qu'il peut faire, puis les gens essayent de continuer à vivre normalement, même si le fait qu'ils sont coupés de l'extérieur du monde, puis que les gens meurent autour d'eux, puis il relate les événements vraiment avec beaucoup de... pas de froideur, mais tu sais, il est capable de prendre une bonne distance pour relater ces événements-là, puis les relater de façon le plus fidèle possible, là, sans venir y ajouter ses émotions, ses préjugés un peu, si on veut. Là, il est vraiment très très rationnel dans qu'est-ce qu'il raconte. Puis j'ai beaucoup aimé son approche. Un au Québec, le docteur Paul Lacasse, qui lui aussi fait partie de nos classiques québécois chez Patrick Sénécal. C'est le psychiatre dans le roman Sur le seuil, qui va lentement mais sûrement descendre vers la folie. C'est une personne super rationnelle au début du roman, puis plus qu'il va découvrir des événements insolites, plus il va finir par perdre la tête un peu, si on veut. Parce que l'auteur qui écrit dans l'intérieur de ce roman-là, ben tout ce qu'il écrit, ça arrive, là. Fait que c'est un auteur d'horreur. Là. Puis c'est le patient du médecin qui... le médecin traite ce patient-là. Fait qu'au début, là, c'est comme... mais non, c'est dans ta tête, là, mais à un moment donné, il se rend bien compte que c'est pas dans la tête. Fait qu'il passe de l'autre côté. Ouais, c'est une descente aux enfers un peu à la Lovecraft, là, je veux dire. C'est vraiment ce qu'il vit. La fin, c'est vraiment une fin Lovecraft. Non, la fin, il est capoté, là. Est-ce que le film est bon? Oui. Oui, il est correct. Oui, il est correct. Ouais. C'est correct. Il est assez fidèle au roman, je pense. Oui. Oui, c'est sûr que tu peux pas aller aussi loin que Patrick le fait au niveau de son horreur, parce que le film c'est 30 ans et plus, là. Parce qu'il va tout le temps extrêmement loin dans ses descriptions. C'est un de ses premiers romans qui est écrit, si c'est pas son premier. Il a été publié après 51, 50. C'est Passager, je pense, son premier, je crois. Ouais, ça dans ce coin-là. Oniria, Passager, Oniria, c'est dans ses premiers, c'est vraiment ses tests. C'est le premier comme genre, mais je pourrais pas dire lequel qui est le premier. Là. Puis le docteur Lacasse, c'est aussi le docteur qui va traiter Beaulieu à la fin de 51-50 rue des Ormes. On le voit juste à la fin, là, il essaye de faire une expérience avec les deux patients là, qui sont Beaulieu et
le jeune homme qui a été incarcéré. Le fameux univers conceptuel de Patrick Sénégal. Là, il y a tout le temps des personnages qui vont revenir dans un autre roman. Qui sont comme reliés, surtout avec le monde de Alice. Là. Oui. Fait qu'on sait pas trop là, c'est quoi cet univers-là avec la Reine Rouge et tout ça. Il y a beaucoup de personnages qui sont là. C'est très, très... Il y a un petit côté Stephen King au niveau de cet univers-là qui se promène, les personnages qui sont là, qui reviennent, tout ça, qui font des petits flashbacks. Peut-être qu'un jour, il va nous pondre quelque chose qui est comme relié tout ensemble. Je sais pas. OK. Puis, pour terminer, j'avais pensé à Stephen King. Parce que Stephen King, il y en a eu des docteurs dans ces histoires-là. Il y en a eu une pléthore. Il y a eu le docteur Louis Creed dans Pet Sematary. Oui. Il y a Docteur Sleep, un des derniers romans qui est sorti, que j'ai pas lu encore. Le film s'en vient aussi. C'est la suite de The Shining. Mm-hmm. Oui. Puis, il y a eu une infirmière. Est-ce que vous vous en rappelez? Oui, qui était jouée par Kathy Bates. Oui, c'était une infirmière. Qui était Annie White. OK. Ouais, folle Qui est l'infirmière sur laquelle on ne voudrait jamais tomber. Dans Misery. Ah, la scène où il casse les chevilles. Là. Oh. J'ai vu ça en salle, moi. Ouais, t'as vu ça en salle dans le roman, là, c'est extraordinairement violent. Là. Elle est vraiment folle dingue, là. Mais je ne pensais jamais voir ça dans un film. À ce moment-là, là, mais c'est parce que tu vois tout, là. Ils ont épargné aucun rien. Ça fait vraiment mal. Mais il y avait rien qu'à écrire correctement. Ouais, c'est quoi l'idée de faire mourir nos personnages préférés? Mais tu sais, la réalité, des fois, ça dépasse la fiction, parce qu'il y a des auteurs dans la vraie vie où qui font disparaître leurs personnages, puis qui reçoivent des lettres de menaces. Ah non, Misery, c'est avant l'Internet, là. Ouais. Fait qu'imagine si on faisait un Misery 2. Les tabarouettes. Ça va peut-être t'arriver, Joël. Peut-être qu'il y a quelqu'un maintenant qui va lire un de tes romans puis qui va dire... Je ferai pas de suite. Je veux pas décevoir les gens. Ça fait le tour pour toi? Ouais, pour les livres, mais je vais revenir plus tard sur d'autres choses. OK. Ben moi, en fait, c'est une liste à puces pas mal, mon affaire, parce que des médecins à la télé, là, il y en a probablement depuis qu'il y a de la télé. OK? Des médecins en noir et blanc, il y en a eu, là. Et c'est surtout des médecins calqués sur la réalité. OK? Donc, moi, le premier médecin que je me rappelle d'avoir vu dans les années 60, c'était Marcus Welby. Lui, son partenaire, c'était James Brolin, qui est le père de Josh Brolin, qui a joué le rôle de Thanos, là. Donc ça, c'était de 1969 à 1976. Après ça, c'est quasiment repris par Quincy. Okay? Le docteur Quincy. C'est ça. Quincy, c'était un médecin légiste. Oui, puis là, la scène du début où il autopsie un mort, puis là, il y a son copain à côté qui tombe, qui s'évanouit. C'est ça. C'est ça, la générique. Hey, je me souviens de ça. Oui. Donc, il est comme... me ramène des souvenirs. Il est comme un peu enquêteur aussi. C'est comme un médecin mi-Columbo un peu, là. Donc, c'était pas tant l'hôpital que la raison pour laquelle le cadavre se retrouvait là. OK? Aussi, George Clooney. Le premier rôle qu'on a connu, c'était dans Urgence, ER en anglais. Le beau docteur, c'était lui, là. Mais ça, l'expression beau docteur, là, me semble que j'ai souvent entendu ça quand j'entendais ma mère avec ma tante parler d'émissions de télé. Mais là. moi, tu me dis cette expression-là, puis je pense à Brad. OK. Dans, comment que ça s'appelle? Avec Marc Labrèche. C'est ça, le cœur a ses raisons. C'est ça. Ah oui. Bon, il y avait un beau médecin là-dedans. Anthony Edwards aussi dans ce film-là. Anthony Edwards qui était le Goose dans Maverick. OK. Puis qui était dans La Revanche des Nerds. J'étais pas sûr, mais j'ai mis Doctor Who. OK? Mais Doctor Who est un docteur dans le sens qui est là pour guérir l'univers. Ouais, c'est un docteur du temps. C'est un maître du temps. C'est ce qu'on m'a expliqué parce que, mea culpa, moi, Doctor Who, là, c'est même chose le pour néant pour moi. J'ai jamais écouté un épisode de Doctor Who, jamais. Pourtant, c'est une référence en culture populaire, ça, cette série. En science-fiction, regarde combien de fois on l'a mentionné dans nos podcasts. C'est la série qui dure, qui est la plus longue de l'histoire de la télévision. Quand on a parlé du soleil, on a parlé de Doctor Who. Oui, c'est une référence en culture geek populaire, mais j'ai pas écouté un seul épisode, moi non plus. Moi, j'ai écouté, je pense, le 9e Docteur. OK. Mais... Qui était lequel? Tanan?
Je peux vraiment pas dire les noms. J'ai vraiment pas une bonne mémoire, mais en tout cas, si ça me revient, je vous dirai. Mais c'est ça, j'ai juste pogné ça de même, sans connaître le début, puis sans écouter la suite non plus. Puis, mais c'est quand même assez addictif là, comme série. Là, t'embarques dedans assez rapidement. On a beaucoup parlé de docteurs masculins. Oui. OK? Oui. Mais à un moment donné, au petit écran, et je pense que c'est encore surprise 2 par les temps qui courent, arrive Dr. Quinn. Dr. Quinn, c'était une femme, ça se passait dans le temps des cowboys. OK? Donc, c'est une émission western, mais le nouveau médecin qui arrive dans le village, c'est une femme. Ah, un peu comme Emily. Non, comme Blanche dans Les Filles de Caleb. C'est vrai, j'y avais même pas pensé. Ouais. Donc ça, c'était une série qui a quand même connu un très très bon succès, mais je ne peux pas passer à côté de Dr. Doogie. Ouais. OK, Dr. Doogie, c'était, mon Dieu, Neil Patrick Harris. OK, oui. C'est ça, qui était très jeune, évidemment, dans ce temps-là, qui avait peut-être 14 ans. Donc, lui, il se retrouve médecin parce qu'il a tout passé les examens, il a fait l'université, il a tout fait. Dr. House, je peux pas passer à côté de ça. Hugo Strange, dans Batman. Un des seuls qui a découvert l'identité secrète de Batman. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, c'est pas ça dans un des jeux Batman? Sûrement. Je pense que c'est dans un des jeux, ouais. Dans un des jeux... Puis dans Batman, tu as Harley Quinn aussi, qui était à la base... C'est vrai. Qui est une psychologue. Psychiatre, ouais. C'est vrai. Psychiatre, ouais. C'est vrai. Dans le jeu Borderlands, il y a un nouveau jeu, je pense que c'est Borderlands 3 qui est sorti cette semaine. Il y a Dr. Z, mais... c'est juste parce que je l'ai lu quelque part, j'ai aucune idée. Moi, je connaissais Dr. No, mais Dr. Z... Il y a Dr. No, c'est vrai, il y a Dr. No. Mais Dr. No, je me souviens pas s'il est médecin, il est docteur en quoi. J'ai aucune idée, moi non plus. Mais il y a aussi Dr. Mario. Si on parle des jeux, Dr. Mario, on place des petites pelules. C'est le Tetris Dr. Mario. C'est le Tetris des pelules, mais je pouvais pas en parler. Non, c'est un classique. Oui. Parce que du côté des jeux, OK, vraiment jeux, là, oui, des jeux, si on fait un niveau 2 puis qu'on parle des hôpitaux, des asiles... c'est clair qu'il y en a pour garde 2 heures et demie. Ça, des jeux là, qui se parlent... Côté jeux, là, dans Silent Hill, les infirmières, là. OK. Avec les yeux bandés, zombies, là. Genre, là. Sont assez effrayantes. Puis il y a des personnes qui font des cosplays de ça, là, puis c'est à faire peur. Vraiment, là, moi, je trouve que c'est une belle réussite graphique quand même. Là. Avec leur petit chapeau. Là. Ah oui, c'est vrai. Mais tu parles de cosplay d'infirmière, là, l'Halloween s'en vient. OK, ça va être populaire, ça. C'est encore populaire? Hein, tabarouette. Je sors plus, moi. Malgré que je dis ça, ça fait longtemps que je suis pas sorti, moi non plus. La blouse verte de médecin est encore populaire. Là. Ouais. Mais... Pour les filles, là, je pense que infirmière puis police, c'est encore dans les tops. Mais c'est sûr que, bon, là, tu parlais d'Harley Quinn tantôt, puis Wonder Woman, et etc. Là. Mais, quand tu reviens d'être allé dans les bars, puis que tu dis, il y en avait de déguisants d'infirmière, d'habitude, c'est une bonne nouvelle. C'est pour moi, je fais trop longtemps que je suis pas sorti des bars. Mais bon. Mais. Ça, c'est ton petit côté jeunesse. Oui, absolument. ou trop gars. Mais à l'autre bout du spectre, parce que là j'étais dans l'âge adulte avec le cosplay d'infirmière, en public ou en privé, ça, c'est de beaux affaires. Mais au début, on a tous eu une trousse de docteur. Oui. C'est sûr. Même que moi, j'arrive de l'époque où on avait même des pilules. OK? Ça, je me souviens. Non, mais là, c'était des petits bonbons, là, on s'entend, là. Mais à cette époque-là, c'était pas grave. Ça passerait plus. Non, pas en tout. À l'époque, là, tu pouvais avoir des bonbons qui ressemblent à des pilules, des cigarettes en bonbons ou en gomme. Avec le bout rouge. Avec le bout rouge ou les cigarettes en gomme, t'avais du papier à cigarettes autour, là. Ou à peu près, puis c'était la forme du paquet, puis c'était des fois des vraies marques. T'avais vraiment des camels. Oui. Il y avait le dromadaire dessus. Absolument. Donc, il y en avait à chocolat aussi. C'est fort possible. Donc, c'était pas grave si on apprenait aux enfants à se bourrer de pelules parce que c'était des pelules en bonbons. Moi, j'ai vécu ça. Mais mettons qu'on enlève ça, là. Aujourd'hui, on a encore les faux stéthoscopes puis les fausses machines à pression, les faux thermomètres. Ah oui, les enfants jouent encore au docteur. Absolument. Puis les adolescents jouent encore au docteur. Ça fait partie de la vie.
C'est un genre de concept universel. C'est ça. Ça fait partie du développement naturel de l'humain. C'est peut-être pour que les enfants aient moins peur du docteur, peut-être. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Mais ça fait partie du on joue à un autre métier. Oui. OK? Je veux dire, des garages pour jouer aux garagistes, des outils pour jouer. Donc, médecin, ça fait partie de ça. Ouais. Mais je viens d'avoir un flash. Une partie médecin qui est en fait la partie qui a le plus terrifié les gens dans le film L'Exorciste. OK? Le film L'Exorciste, oui, il se passe des affaires, là, c'est bien effrayant, puis bon, elle vomit dans la face du gars, puis bon, la tête, il tourne, mais ce qui aurait le plus dérangé les gens en salle, c'est les séquences à l'hôpital. Avec les machines là, qui fait... Les machines, la prise de sang, le sang qui sort du cou, les rayons X, la ponction lombaire. C'est ça. Ce serait ces bouts-là qui auraient donné des hauts le cœur plus que le reste. Bon, évidemment, t'as toute la tension du film, là. Peut-être que ça, c'est la cerise sur le Sunday, mais parce que ça, c'était vrai. Donc, t'avais... Sauf que le médecin fumait, là. Un peu, là, c'était vrai. Non, mais c'était vrai. L'autre côté c'était aussi, réel. peut-être que c'est réel. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais ça fait plus partie de notre réalité, on va dire ça comme ça. c'est ça. Ça a plus de chances de nous arriver que d'être possédé par Pazuzu. Ouais, personnellement, j'aime mieux passer un rayon X qu'être possédé par Pazuzu, mais ça, c'est un choix personnel. Mais vraiment, là, quand le médecin revient du premier examen puis qu'il rentre dans son bureau en s'allumant une cigarette... Mais ça, c'est la réalité. Mon père a été à 35 ans comme infirmier. Puis les années fumait, là. Probablement jusqu'aux années 80, là, les médecins devaient fumer dans leur bureau. Il fumait, il allait sur le coin, des fois même il fumait avec des patients. Ben c'est ça, oui. C'était la réalité, là. C'était comme ça, là. C'était des bonbons. À côté des bonbons d'oxygène. Oui, ouais, mais toujours une bonne idée. Non, mais c'est ça pareil, c'était ça. C'était la réalité, c'était ça. Après ça, tu te rends compte que c'était complètement stupide, mais c'était comme ça à l'époque. C'est vrai. Le cardiologue qui te recevait dans ton bureau puis qui fumait, puis qui te disait faut que tu fasses attention à ton cœur, puis le patient qui fumait. Mais dans ce temps-là, c'était comme ça. On pensait pas que c'était aussi dangereux que ça. C'est ça. On se fumait d'en face en disant mange pas trop d'œufs, c'est pas bon pour le cholestérol. C'est ça. C'était la réalité, mais c'est vrai, effectivement. Tu parlais du Dr. Weber dans les Simpsons? C'est ça, Dr. Weber? Oui, Dr. Ebert? Dr. Ebert? Ebert, oui. Le nom du chirurgien, par exemple, je sais pas c'est quoi. Le chirurgien chinois, là, ou asiatique? Ouais, c'est ça. Moi non plus, je m'en souviens pas. Mais le Dr. Ebert qui annonce à Homer qu'il va mourir parce qu'il a mangé du fougou, là. Puis qui lui donne des pamphlets pour l'informer. Et vous allez donc mourir, là. Mais le docteur asiatique, il sauve une couple de fois, Homer. Il l'opère au cœur une fois. Là. Oui, aussi. Il demande dans la foule s'il y a quelqu'un qui a son diplôme de médecine. Oui. Probablement docteur en psychologie, mais il y a un psychologue. Dans les premières émissions, ils suivent une thérapie familiale à électrochoc. Là. Ce personnage-là, il a été enlevé parce que je pense que l'acteur est mort, je crois. C'est possible. Les Simpsons font beaucoup ça. Là, quand c'est possible. Troy McClure, entre autres, il est disparu parce que la voix est disparue aussi. Okay. Ils font beaucoup ça, là, un genre de continuité. Donc, ils sont assez chanceux que toutes les personnes qui font les Simpsons sont encore là. Ouais, la voix française d'Homer a changé, là, parce que Hubert Gagnon qui la jouait est gravement malade, je crois. Là, fait que là, ils ont comme... C'est plus facile de se débarrasser de Troy McClure que de Homer Simpson. Oui, non, ça c'est sûr. Donc, pour moi, ça fait pas mal le tour de télé et jeux. Là. C'est vrai que Planche, on en a pas parlé, puis c'est un personnage iconique, là, je veux dire, d'Arlette Couture. Là, dans oui. Tant qu'à ça, il y a eu la série Urgence. La série québécoise. Puis Dr. Grey, là, son anatomie, je veux dire, qui est un phénomène culturel extraordinaire mondial. Là. C'est ça. Du côté américain, le soap General Hospital, je pense que je sais même pas si c'est fini. Je sais pas, mais je sais que Dr. Grey, ça continue, ça pogne encore. On est rendu à quoi? 16 saisons? C'est fou raide, là, ça arrête pas une minute. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de fiction là-dedans, mais il y a également tout le côté, comment que ça fonctionne. Là, là tu te rends compte qu'on est mieux de se faire soigner au Canada qu'aux États-Unis. Parce que c'est ça. Tu perds un bras aux États, là.
C'est ça. Tu l'auras pas. Mm-hmm. Parce que c'est pas les mêmes réalités. Mais c'est très bon, Dr. Grey. Oui. Honnêtement, là, c'est bien joué, c'est bien écrit. Oui. Puis un très bon casting. Moi, j'ai écouté les premières saisons, mais à un moment donné, là, quand ça fait... tu décroches, là. Mais ça fait partie de la culture populaire. Là. Présentement, là, c'est extrêmement populaire. Là. C'est ça. Donc, des émissions, de toute façon, dans des métiers, je vais dire, classiques. Là. T'as les policiers, t'as les pompiers, t'as les médecins. Donc, je pense pas que c'est demain que ça va se terminer, genre d'émission-là. Quand il y en a une qui va se terminer, ben il y a aussi le bon docteur. Ouais, oui, le bon docteur, le genre de docteur Asperger. Là. C'est ça, exactement. Celui qui tenait le rôle de Norman Bates dans Bates Motel. Ouais, c'est vrai, ça, c'est assez populaire aussi. Mm-hmm. C'est un genre de les critiques sont bonnes, en tout cas. D'autisme, en même temps, il est tellement doué qu'ils peuvent pas comme s'en passer. C'est ça, exactement. Non, c'est sûr que ça va toujours être populaire, là, la médecine, comme tu dis, les polices. Ça fait comme partie de la base. Je veux dire, les cowboys, les Indiens, un peu moins, par exemple, les cowboys, ça a comme diminué. Oui, ça, c'est un fait. Mais tout ce qui est shérif, tout ça, ça va toujours être là. Je pense qu'il va en avoir. C'est vrai. Puis pour ce qui est des jeux, Red faisait une blague au dernier épisode, mais c'est vrai qu'il y a le jeu Opération. C'est un grand classique. C'est ça. C'est un jeu le fun, mais c'est vrai que ça pratique la dextérité. Parce que pas évident d'entrer la pince puis de pas toucher au métal autour de... C'est pas faisable. Puis dire qu'Astor font tout ça avec des petites caméras, un petit tube. Ça a beaucoup évolué. Fini les pinces. Bon, ben ça veut dire qu'il faudrait réinventer le jeu Opération. Faut réinventer le jeu Opération. Mais c'est vrai que la médecine a évolué avec la technologie, avec les caméras, la nanotechnologie, les imprimantes 3D avec la fameuse imprimante qui imprime la peau sur les grands brûlés. Les prothèses. Écoute, les prothèses, on est des années-lumière. On est pratiquement là. On est dans la science-fiction. Là, mais tu m'allumes sur quelque chose. Je me rappelle pas du nom du médecin, mais il y avait un médecin dans l'homme bionique et la femme bionique. C'était le même dans les deux. Ben oui, c'est lui qui construit les... C'est lui qui construisait les prothèses bioniques. Les prothèses bioniques. Fait que c'était précurseur quand on regarde ça. Mais c'était complètement farfelu à l'époque. Là. Et tu regardes ça aujourd'hui, on est rendu là. Oui, absolument. On est rendu avec des prothèses qui sont capables de réagir avec les chocs électriques du cerveau. On redonne des sensations à des gens qui en ont plus. C'est quoi la limite? Il n'y en a pas, là. Je pense que la seule limite, c'est l'imagination puis les lois de la physique, là. Je veux dire, c'est vrai. Ça, il n'y a rien qui est limité, là. Juste le bout où ça te rend plus fort. Dans l'homme bionique, la femme bionique, là, je veux dire, leur prothèse permettait de défoncer des murs puis lever des autos, là. C'est des lois physiques. Là. C'est ça. Mais il y a des exosquelettes qui permettent à quelqu'un de courir plus vite ou de moins se fatiguer ou de sauter plus haut. Mais ça, c'est des ajouts. Ça existe déjà, là. Là, on est plus dans les mécas, là. C'est ça. Mais si vous voulez entendre parler des mégas, c'était dans notre épisode sur les robots. Oui. Mais si tu mélanges les prothèses à ça, on est proche de Robocop. On est très proche de Robocop. Parce que Robocop, c'est ça, dans le fond. C'est un méga. C'est pas un robot. Parce qu'il y a toujours le côté humain, mais toutes ces prothèses, c'est un exosquelette, là. C'est laquelle on met un cerveau, là. C'est vraiment ça. Voulais-tu ajouter autre chose, Joël? Moi, je me demandais, parce que, tu sais, au podcast, on parle souvent de la culture, de notre sujet dans la culture geek, mais de plus en plus, dans les derniers podcasts, on essaye de faire l'inverse, de voir comment que la culture geek a influencé notre sujet, tu sais, dans la vraie vie. Je me suis dit, il doit y avoir ça, des docteurs geeks dans la vie, tu sais, c'est... à quelque part, peut-être que Patch Adam pourrait entrer là-dedans. Ben oui. Puis, à la base, d'après moi, un docteur, c'est geek. Tu sais, c'est des gens qui sont assez passionnés par les sciences, qui ont lu probablement plusieurs études scientifiques pour réussir à atteindre leur doctorat. Puis, on peut aussi voir à l'inverse, parce que là, on a parlé des docteurs en médecine, mais on sait que des docteurs, il peut en avoir en n'importe quoi. Moi, il y a un auteur québécois qui s'appelle Pierre-Alexandre Bonin,
que lui est chroniqueur, auteur et libraire, et il a fait sa thèse de doctorat en littérature sur Stephen King. Fait qu'on pourrait dire qu'il est docteur en Stephen King. Oui. Quel beau titre. Oui, ça se glisse bien comme ça dans une conversation. Je connais une autre fille qu'elle a fait sa thèse en littérature sur, je pense, c'est la présence des femmes dans les histoires de dragons. Fait qu'elle, elle s'amuse à dire que quand elle va avoir son doctorat, elle va être docteur en dragon. Patrice Lunet en Europe est en train de préparer sa maîtrise pour Robert Howard. Donc, il va devenir docteur en Robert Howard. C'est ça. Fait que tu sais, ça peut s'influencer comme ça, mais j'ai pensé à un personnage en particulier, c'est une vraie personne, mais qui incarne un personnage qui, selon moi, est extrêmement, de plus en plus important sur les réseaux sociaux. Son rôle est extrêmement important. Ce n'est pas un docteur, par contre, mais il fait partie du milieu de la santé. C'est un pharmacien qui se fait appeler le pharmacien. Je sais pas si vous avez vu ça passer. C'est Olivier Bernard, qui est pharmacien de profession. Et lui, il s'est mis dans commission un peu de vulgariser un peu tout ce qui est au niveau de la santé, tout ce qui pouvait se faire poser comme question dans son travail. Il vulgarise ça, mais il veut aussi se battre contre ce qu'il appelle la pseudo-science. Toutes les fake news, les mythes, les espèces de cures miraculeuses que le monde peut essayer de vous vendre sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je pense qu'il aime l'homéopathie beaucoup. Oui, il parle beaucoup d'homéopathie, justement, là, des fameuses, les fameuses cures detox aussi. Il va aussi parler des médicaments, tu sais, du marketing au niveau des médicaments pis tout ça. Il va dénoncer ça aussi. Il est très à cheval sur la méthode scientifique puis sur les sources, tu sais, offrir des articles avec des sources vérifiées. Il fait beaucoup de fact-checking. C'est d'ailleurs extrêmement difficile son travail qu'il fait parce qu'il fait des bandes dessinées avec ça. Fait que il prend un sujet puis il va illustrer ça souvent avec des références geeks comme Star Wars ou Jurassic Park. Il va intégrer ça dans ses bandes dessinées pour vulgariser un sujet comme exemple, ça peut être la maladie de Lyme, ça peut être justement les détox, ça peut être les médicaments, les vaccins. Il va beaucoup parler, dénoncer les anti-vaccins, ces trucs-là. Fait qu'il fait ça en petite bande dessinée. Fait que premièrement, faut qu'il fasse sa recherche, faut qu'il fasse son fact-checking, faut qu'il fasse ses illustrations. Puis faut aussi qu'ils mettent ça à jour parce que tu sais c'est la science, c'est souvent en évolution, fait que faut des fois qu'ils reviennent sur certains sujets pour réexpliquer des nouveaux trucs. Il a publié 3 livres, le pharmacien en 3 tomes. Puis dernièrement, il a sorti aussi le petit garçon qui posait trop de questions, qui est un livre plus pour les enfants, pour apprendre aux enfants à avoir un esprit, à développer un esprit plus critique, à se poser des questions pour pas croire tout ce qu'ils voient ou tout ce qu'ils se font dire ou puis qu'on devrait acheter à tous les jeunes. Puis à tous les jeunes, puis peut-être certains adultes aussi. Tout le monde. Peut-être aussi. Puis c'est ça, il fait ça. Il y a son webcomic, il y a ses livres, puis il y a aussi une série qui passe à Explora. Puis moi je pense que c'est dans le summum du geek là en santé qu'on peut trouver là, qui a été influencé un peu par la culture geek. Puis il y a aussi un de ses collègues qui est le nutritionniste urbain qui fait à peu près la même chose, mais lui il fait plus de façon classique là, il fait de la vulgarisation classique, mais lui aussi il va essayer de déboulonner les mythes par rapport à la nutrition. Puis je trouve ça vraiment important parce que on voit des affaires passer des fois là des trucs sur la santé, puis on se dit ouais mais il y a jamais personne qui va embarquer là-dedans, il y a jamais personne qui va croire à ça. Mais c'est fou comment que des gens autour de nous, on s'en rend pas compte, vont nous arriver avec ça, vont dire hey, j'ai essayé telle cure là, puis là mon corps il s'est tellement tout libéré de ses toxines, puis tu fais comme OK, c'est la réalité là. J'ai vraiment une personne que je connais qui a fait ça. Fait que j'ai mangé des oranges pendant un mois. J'ai un beau teint orange. Regarde comment mais si tu savais là, j'en ai entendu des murs puis des pas vertes là. Mais justement, je suis vraiment contente du travail que ces gens-là font sur Internet de chasser ces mythes-là puis de
d'essayer de rendre les gens un peu plus attentifs, un peu plus à l'affût là, de tout ce qui pourrait être faux. Puis... C'est ça, c'est que souvent aussi, on sort l'argument que la Food and Drug Administration a donné son accord, OK? Ou Santé Canada. Mais en fait, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas dommageable pour ta santé. Ils se sont pas fait pogner encore. Non, mais ça veut pas dire que ça marche. Okay. Ça veut juste dire que si tu prends ça, il n'y a pas de danger. Ouais, ben encore là, au moins, il n'y a pas de danger. Non, il n'y a pas de danger. Il y a plein de trucs qui sont proposés sur Internet qui sont extrêmement dangereux pour la santé. OK. Fait que ça, c'est extrêmement grave. Genre pas manger pendant une semaine. Là. Ben, j'ai mangé des fruits pendant un mois, là. J'ai vu des affaires, là, des bougies d'oreilles, là, qu'il faut que tu t'allumes un truc dans l'oreille. Ah oui, mouche à moutarde. Fait que... Il y en a des trucs de fou, là. Les ponces de gin, au moins, c'est bon pour le moral un peu. Ouais. Avec du miel chaud dedans. C'est au moins l'avantage de te faire oublier ton rhume. C'est là qu'on voit qu'en 2019, avec toutes nos ressources et toute l'information qu'on a, comment l'obscurantisme est présent dans ça. C'est épouvantable. Débile. Des fois, j'ai l'impression qu'on régresse. On a atteint un niveau... On régresse. Non. Hey, des fois, j'ai l'impression d'être au 15e siècle. On a atteint un niveau où on peut pas aller plus loin, fait qu'on en revient en arrière. C'est surtout ça. au niveau de la santé, là. Tu sais, on a atteint un certain niveau de longévité. Mais là, la société est en train d'arriver avec des habitudes de vie ou des trucs qui font que on va réduire notre longévité. C'est ça. Fait que c'est un peu... Peut-être qu'on a la petite pilule qui notre intelligence est en train de reculer aussi. Ouais. Mais on parlait justement de Frankenstein avec le monstre, avec les villageois puis les torches. Là. Des fois, là, tu regardes ce qui se passe un peu. Le pharmacien, des fois, il se fait courir après avec des torches. C'est ça. Clairement. Puis je voudrais pas voir les messages qu'il reçoit. Là. Il y a des... Puis c'est parce que souvent, c'est qu'il y a des gens qui font de l'argent en arrière de ça. Oui. Ces trucs-là. C'est sûr que lui, si c'est comme le magicien... Qui dévoile les trucs. C'est ça, il y a déjà eu ça à un moment donné à la télé, là, un magicien qui dévoilait les trucs. Oui, avec le masque noir et blanc. Monsieur, il a pas eu de la vie facile, c'est pas pour rien qu'il se montrait pas le visage. Mais moi, je pense que le pire médecin, pis ça, on en parle pas parce que c'est pas quelqu'un en particulier, c'est l'automédecin. Oh, ouais. C'est l'Internet. L'Internet. L'Internet m'a diagnostiqué. Ouais. Cancer du cerveau. Ouais, c'est ça. J'ai une bosse, là, ici, là, sur le visage, là. Présentement, là, que ça ressemble à un bouton, là. OK. Selon l'Internet, là, c'est une tumeur cancéreuse, puis là, je devrais aller voir le médecin, me faire enlever ça. Puis là, le médecin dit qu'il n'y a rien, fait que là, le médecin, il est pas bon. C'est épouvantable. Ouais. Tu me dis pas en bonne affaire, Google, c'est pas ça que ça m'a dit. Mais souvent, les médecins... Il y a un truc vraiment niaiseux qui s'appelle Info Santé. Oui, 811. Que tout le monde peut appeler, puis beaucoup plus efficace qu'Internet. Et quand tu vas voir ton médecin de famille, la première affaire qu'il te dit, c'est « il va pas voir ça Internet ». C'est ça. C'est sûr. Je veux dire, c'est ça. Mais là, je tire l'élastique peut-être un peu, là, mais peut-être pas tant que ça. Tu parlais de culture pop par rapport aux médecins. Ouais. Des fois, les médecins ont recours à Spider-Man, à Batman, à tout ce qui est personnage de culture pop. On sait que ceux qui font les cosplays de Star Wars, là, la 501e. Oui, 501e. 501e, moi, me semble, c'est ça que j'ai dans la tête, là. Ils vont dans les hôpitaux, justement, pour motiver les enfants, puis leur remonter le moral. Hey, moi, je lui lève mon chapeau, je serais pas capable de faire ça. Moi. C'est souvent la guérison, ça part par le moral, puis ça part par le cerveau. C'est ça. Il faut jamais oublier que l'organe en haut, là, je veux dire, c'est lui qui contrôle tout. Je veux dire, puis il est puissant, là. Et souvent, le moral, ben, ça peut donner un petit boost qui fait en sorte que ça redonne espoir, puis ça peut débouler. Non, puis eux, c'est ça, dans les Comic-Con, quand vous allez vous faire prendre en photo avec eux autres, ils ramassent de l'argent, c'est justement pour ça, là, pour donner dans les hôpitaux, puis pour aller voir les jeunes, puis tout ça. Parce que souvent, on voit ça, les acteurs du MCU, là, qui se promènent dans les hôpitaux, là, on voit Captain America, Tony Stark. Tony Stark a déjà amené une prothèse. Une prothèse à un jeune garçon, je veux dire, puis souvent, ces jeunes-là, il y en a qui sont en âge de comprendre que c'est de la fiction, là, je veux dire, c'est pas tous des tatas, là, puis ils sont pas tous poignés d'un cancer du cerveau, là.
savent bien que Captain America, il n'existe pas pour vrai, là. Mm-hmm. Mais c'est pas ça le concept. C'est le concept, c'est le bonheur, c'est la joie d'avoir cet acteur-là qui joue un rôle, puis qui vient te voir, puis qui, tu sais, là, tu te dis, j'ai Captain, même nous autres, là, je veux dire, moi, là, je veux dire, j'ai 44 ans, là. Tu sais, je vois débarquer Robert Downey Jr. ici, déguisé en Iron Man ou en Tony Stark. J'aurais les yeux mouillés, je pense. Là, mais je capote, là. Je sais bien que c'est pas le vrai, mais je capote pareil, là. Tu sais, je veux dire, c'est le fun. Non, c'est vrai que c'est très utile. Puis ça, c'est le concept même de Patch Adams. Oui, oui, absolument. Absolument. On voit ce que lui a fait. C'était ça son concept. C'était de partir par là. Partir par par l'humour, par le moral, par faire en sorte que l'hôpital soit pas un lieu de mort. C'est ça. Oui. Souvent, maintenant, on voit ça là, de plus en plus en Europe. Là, il y a beaucoup d'artistes BD qui sont engagés pour aller faire des fresques dans les hôpitaux, surtout dans les places où ils font de la radiothérapie, où on va essayer de rendre l'hôpital plus vivante, plus convivial, pour pas que quand tu rentres là, ça soit beige, puis que tu as l'impression d'être dans un corridor de la mort. Là. C'est ça. C'est ça. Un peu comme on a au Québec. Purgatoire. C'est un peu comme on a au Québec. Là. C'est plate à dire, là, mais ça semble vouloir changer. Un coup de peinture, là, ça fait pas de tort des fois. Là. C'est sûr. Mais moi, ça serait le bout où tu vas là pour leur mettre un sourire dans le visage, je peux comprendre. Mais à un moment donné, tu peux tomber sur un ou une qui va te dire pourquoi tu m'aides pas. Ah oui, ça c'est terrible. Ah non. Hey, crème, non. C'est. Je vais-tu mourir? Regarde, je veux jamais me faire poser cette question-là par un enfant dans ma vie. C'est là. épouvantable. Ben, par n'importe qui, finalement, là. Mais non, ça, garde. C'est des héros. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est des vrais héros. J'ai aucune idée. Réponds à ça, je sais pas. J'ai aucune idée. C'est des acteurs, là, je dirais, en tant que tel. Là. Mais c'est la même chose pour ceux qui font le Père Noël. Là. OK? Des fois, ils peuvent se faire demander... Pourquoi tu fais pas revenir mon petit frère ou ma mère? C'est ça. Mon père va-tu être là pour Noël? Puis souvent, ces questions-là, eux, faut qu'ils répondent comme ils peuvent, mais les médecins, eux autres, ils vivent avec ça tous les jours. C'est ça. Mais il faut eux autres, ils disent la vérité. Les autres, ils disent la vérité. Mon père disait que ce qui était le plus difficile dans ces 35 ans de pratique, c'était la mort. Quand tu perds un patient, que tu es obligé après ça avec le médecin d'aller voir la famille et tout ça, d'expliquer tout ça, tu t'habitues pas à ça. Ça fait 10, 15, 20, 25, 35 ans. Tu peux pas t'habituer à ça, puis ça laisse une trace. Chaque patient te laisse une trace. Tu sais, positif ou négatif. Puis à un moment donné, après tant d'années, ben ça laisse des traces. Ces personnes-là, c'est des personnes qui vivent avec un stress extraordinaire. Puis c'est des vrais héros aussi. Les médecins, les infirmiers, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, tous ces gens-là. Là. Parce que même s'ils nous voient 1 ou 2 fois par année, sont dans notre intimité rare. Ah oui. Ils savent des affaires que des fois notre blonde ne sait même pas. Là. Oui, effectivement, oui. Regarde, on sait pas, là. Mais je leur lève mon chapeau. Je ne prendrai pas leur place, mais je veux qu'il y ait toujours des médecins. Okay? Je pense que ça va évoluer beaucoup là, avec la technologie. Là, je veux dire, ça va faciliter leur travail, mais en même temps, il faut qu'ils soient capables d'avoir une adaptabilité extraordinaire. Est-ce que la technologie pourrait amener une nouvelle génération de techno-geeks chez les médecins? Oui, moi, je pense que oui. Ça pourrait être intéressant. Peut-être. Ouais. Moi, je pense qu'on va avoir vraiment une fusion entre peut-être le côté techno et médecin. On le voit, là, mais c'est ça, parce que on est encore... Ben, en tout cas, pour ce que moi je connais, là, on est encore au point des visites 1 à 1. Oui. OK? Faut aller dans le bureau du médecin. Oui. Mais à un moment donné, ça va peut-être être... ton cellulaire. Ouais, ou par Skype, c'est ça. Peut-être une capsule dans ton bras. Une prise de sang sur une capsule, une puce. C'est ça, où tu liches ton écran, puis... Non, mais de la nanotechnologie, là. Ça analyse ta salive, puis Google te dit que t'as le cancer du cerveau. Un petit robot dans ton corps qui envoie les informations à ton médecin, puis qui vérifie ta pression. Mais on n'est pas loin de ça. Ils n'ont pas voulu faire ça aux États-Unis. Ouais, mais là, c'est le côté éthique qui est toujours... C'est ça. Extrêmement. Mais extrême parce que là, t'es surveillé. Il y avait le film L'Interespace. Oui. Que c'était ça.
avec Dennis Quaid. Et Martin Short. Martin Short qu'on ne voit plus, malheureusement. C'est vrai. C'est vrai. Il était dans un petit vaisseau qui se promenait dans le corps humain. Hey, c'était bon, ça. Oh, c'était très drôle. C'était très drôle. Ouais, il était censé être dans un lapin, mais en fin de compte, il a été transféré dans le corps humain. Là. C'est ça. C'était vraiment un très très bon. En plus, lui, il est hypochondriaque. Il a peur de tout. Il va voir son médecin tout le temps. Puis là, il entend des voix parce que l'autre c'est branché sur son canal auditif. Puis il y avait pas des endroits aussi dans le corps où il voulait pas se retrouver. Ouais, mais dans l'estomac à cause de l'acide. Il est un peu plus bas, là, on s'entend, dans les intestins. Là. C'était bien fait pour l'époque. Oui, absolument. C'était vraiment très 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 bien fait. Honnêtement. Puis oui, je pense qu'on est rendu là. Peut-être. Je pense qu'on est rendu là. Les diagnostics à distance. Prochainement, on va voir ça. Oui. Est-ce que les médecins vont devenir plus des technologues que des médecins? Je sais pas. Peut-être. Ou ça va prendre justement un ajout à leur formation pour ce qui est des technologies. Ouais, c'est clair que les nouveaux médecins qui sortent présentement sur le marché du travail n'ont rien à voir avec les médecins qui sont sortis de 50 ans. On s'entend-tu, là? Quand tu vas voir ton médecin de famille qui a 60 ans, là. C'est ça. C'est moi, on m'a dit qui est plus classique. Là. Les bureaux privés terminés. Les médecins qui ont des bureaux privés présentement, les ferment à leur retraite. Il y a personne qui les reprend. Ils veulent tous travailler en clinique en gang. OK. Fait que, en équipe. En équipe. C'est bien. Ça. Mais c'est une évolution. C'est juste une autre façon. C'est ça. C'est une autre façon de travailler. De toute façon, il y a Google. Si t'as quelque chose, Google. Oui, absolument. Pas de stress. Hein, tu tapes cancer du cerveau, puis ça vient de T'as mal à la tête, c'est une tumeur, c'est sûr et certain. C'est sûr. En plus, t'es sûr que c'est un rhume que t'as? Oh, je sais pas. Je pensais que c'était la consomption, là, selon les recettes que j'ai faites, mais c'est vrai que c'est parti. Là. OK. Mais l'Ebola, c'est aussi les mêmes symptômes. Il n'y a pas de cas d'Ebola au Québec, donc je pense que je suis safe. Mouche de moutarde, Marc. Mouche de moutarde. Ouais, c'est Ponce de gin. Ponce de gin avec du miel chaud dedans. C'est ça, exactement. Mais il faut quand même pas laisser tout ça de côté. Là. Je veux dire, l'homéopathie, moi, je suis pas quelqu'un qui croit beaucoup à ça, mais il y a quand même des recettes puis des remèdes naturels qui ont été utilisés par nos grands-pères, nos grands-mères, les autochtones, qui fonctionnent. Là, parce que c'est une recette de base. Soulager les symptômes. Ouais, mais tu sais, tu vas le savoir. Moi, si ta grand-mère te dit de le faire, je te dirais peut-être, mais encore là, vérifie pareil. Mais on peut plus se fier à Internet pour savoir si tel truc amérindien va fonctionner ou tu sais, on peut juste plus là. C'est sûr qu'il y a plein de sites qui vont dire ah oui ça fonctionne puis fait que mais souvent c'est des recettes de base de médicaments, ça vient des recettes que ces gens-là utilisaient mais améliorées. Je veux dire, le sapin fortin là. T'sais, je veux dire, c'est toujours bien des produits naturels mélangés ensemble qui fait une chose dégueulasse, qui pue, qui est dégueulasse, mais ça fonctionne. Une bonne shot de sirop Lambert. Et voilà. Bon, ça fonctionne-tu ou ça fonctionne pas? J'ai aucune idée. Soit tu meurs ou bien ça guérit. Tu prends ça, tu veux tellement plus avoir le rhume qu'il s'en va tout seul. Il s'en va ailleurs. Peut-être. Il change de place. J'ai aucune idée. Il est comme Pazuzu, il exactement, il en possède un autre. On a, je crois, gratté le dessus de l'iceberg. On a gratté le bobo. On n'a même pas encore fait les lieux. Non, ça, les lieux sont des personnages en eux-mêmes. Oui, c'est clair. Ouais. OK? Il y a des lieux où, normalement, il y a des médecins, mais dans la culture populaire, la plupart du temps, sont vides. Il n'y a pas de lumière. Puis si il y a quelqu'un, il sait pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui le surveille. OK? Donc, si on fait un niveau 2, ça va être hôpitaux, asile. Je pense qu'on va s'amuser pas mal. Alors, on va avoir beaucoup de plaisir. Ouais. On va peut-être se le garder pour l'Halloween. Pourquoi pas? Ouais, malgré que, regarde, on verra, là, rendu à l'Halloween, mais parce que je pense qu'on n'avait pas le goût de faire Lovecraft. Ouais, on est dû pour Lovecraft. À l'Halloween? Oui, bon, regarde, c'est tellement loin l'Halloween, on a le temps d'y repenser. C'est pas si loin que ça. Là. C'est dans 2 podcasts. Dans 2 podcasts, ça s'en vient vite, là. Je pense que ça doit être le podcast 85. Ah, puis c'est un beau chiffre en même temps. 85. Ouais. 8, 5.
Ouais, ça fait 13. Ah non, Marc le numérophobe. Allons-y avec nos Samalumes, Samétain. Puis je pense que les Samalumes, Marc, t'en as quelques-uns. Au début, j'avais dit que j'en avais 3, mais là, j'oublie mon troisième. C'est pas grave. Je vais commencer par saison 2 d'Happy. Écoute, la saison 1 était basée sur le comic de Morrison. La saison 2 est complètement indépendant. On continue l'histoire de Happy. C'est tellement irrévérencieux, tellement absolument horrible au niveau de la violence gratuite. Écoute, le premier épisode, il y a des nonnes qui se réveillent avec des ceintures d'explosifs partout sur eux autres. Puis ils courent pour essayer de trouver le détonateur parce que là, le méchant il leur a dit que si vous pesez sur le détonateur, il y a rien que la personne qui pèse dessus qui meurt, puis toutes les autres vont être sauvées. Fait que là, il y en a une qui veut se sacrifier, mais c'est le contraire qui arrive. OK. Fait que là, la scène, c'est absolument... Les 15 premières minutes, tu vois des sœurs qui courent partout dans la ville qui explosent. Écoute, c'est épouvantable. C'est un trip d'acide de A à Z. C'est 10 épisodes de trip d'acide. Ils rentrent dans un hospice, d'ailleurs, on va en parler, d'anciens nazis qui se sont regroupés là. Alors, c'est tous des petits vieux avec qui tripent sur les nazis. Ils sont zombies, les nazis? Non, même pas. OK. Puis, ils débarquent là pour aller voir un ancien présentateur télé qui est lui aussi un ancien nazi. Et là, à un moment donné, ils se rendent bien compte qu'ils sont dans un nid là, de fous, là. Puis là, ils y tuent tout, mais pour absolument aucune raison, là. OK. Ils décident que c'est tous des fous, fait que c'est tous des vieux, là. C'est des vieux de 80 ans, là, fait qu'ils pognent sa soluté, puis ils piquent. Écoute, c'est épouvantable. T'écoutes ça, puis tu fais comme... C'est pas réel, là. Ça peut pas être vrai, là. C'est comme non, là. C'est comme trop, là. Ben, c'est ça pendant 10. C'est 10 épisodes de malaise. Okay. Là. Mais c'est tellement... Ouais, mais ça mène-tu quelque part? Ben, oui puis non, là, mais c'est pas important. Oui, ça a une finalité de l'histoire. Okay. Mais ça te permet d'être ailleurs pendant 10 épisodes. Écoute, j'avais vraiment l'impression d'être sur un trip là, de drogue, là, mais total, là, mais dur. Là, j'en ai jamais pris de ma vie. Enfin, je peux pas vraiment savoir c'est quoi, là, mais il y a des scènes que tu te dis, là, c'est pas vrai. Là, t'es là, puis tu te dis, oh, je rêve, là. Mais c'est tellement bon. Mm-hmm. Ça pousse tellement loin. Et là, on tombe d'un autre niveau, là. La saison 2 est comme niveau 1, là. La saison 1, c'était niveau 1. La saison 2, c'est à peu près niveau 5. Là. OK. C'est pour les gens qui ont aimé The Boys, là. Ouais. La série, là. Ben, The Boys, c'est comme une série d'école primaire, là, par rapport à ça, là. OK. C'est vraiment très intense. Honnête, là. C'est vraiment très intense. Si vous avez pas aimé la saison 1 de Happy, c'est sûr que vous n'avez pas aimé la saison 2. C'est clair et net, là. Perdez pas votre temps là-dessus, là. Puis si vous aimez pas les trucs déjantés, là, violents, pour absolument aucune raison, là. Cherchez pas pourquoi, ni comment, là. Écoutez pas ça, là. Je veux dire, il donne pas d'explication. T'as pas besoin de comprendre, là. Okay. Je veux dire, quand il y a un vieux nazi devant lui, il prend son soluté puis il transperce, là. Pourquoi qu'il le fait, c'est pas important. Il le fait, c'est tout. Okay. Mais en même temps, t'as pas de compassion pour eux autres parce que c'est tous des vieux nazis. Ouais. Puis là, t'es là puis tu te dis, ouais, mais c'est tous des vieux. Puis là, tu te dis, ouais, mais non, je peux pas avoir de compassion pour eux autres parce que c'est des gens C'était des nazis. Ils idolâtrent Hitler, puis ils sont tous là, puis en même temps, tu te dis, ouais, mais c'est des petits vieux, ils font pitié. On peut pas faire mal à des petits vieux, on peut pas frapper des vieux, c'est de la violence envers des personnes âgées, ça se fait pas. Mais en même temps, écoute, à un moment donné, ton cerveau, il disjoncte, t'as de la fumée qui sort des oreilles. Puis tu te dis, OK, je laisse, là. Puis en plus que là, il y a un côté fantastique, là, avec des genres de créatures genre Barbapapa, là. OK. Il a eu Barbatruc. Il a eu Barbatruc, là, qui sont comme des êtres venus de l'espace, d'une autre dimension, là, qui ont mis enceinte une femme qui va avoir son enfant de tout ça. Ça fait très V, là. Alors, puis il faut qu'elle se chute au sucre parce que c'est les bébites qui mangent du sucre. Écoute, c'est... Moi, j'ai arrêté à la fumée par les oreilles. Depuis que tu dis ça, je t'imagine tellement... C'est vraiment très, 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 très drôle. Écoute, on l'écoutera ensemble. Faudrait vraiment là, qu'on se prenne les 4 ensemble. Là. C'est ça.
puis qu'on écoute ça là, avec du scotch. Là. Un petit passage à la SQDC. Hey, mais je pense que c'est même pas que le écoute, je pense que les SQDC, là, on finit pas la soirée. Là. Okay. On en écoute 3 épisodes, puis on meurt après. Là. Je veux dire, ça va être trop comme intense. On peut pas finir la soirée. Là. Avec du scotch peut-être, parce qu'il s'endort un peu. Là. OK. Mais peut-être qu'à un moment donné, on va se rendre compte que... Ouais. Mais faudrait que je retrouve le whisky Prohibition à 50%. Oui, ça serait parfait. Ça serait parfait, ça. Je me rappelle de beaucoup de débuts de soirée. Un verre pour chaque personne qui meurt. Et dans les 15 premières minutes, on est à peu près 25 verres. OK. On est bon. Vous allez en prendre un pour moi, je vais être mort. C'était bon, ce scotch-là, mais c'était fort. Deuxième, ça m'allume, parce que le troisième, je m'en souviens pas. Je l'avais dit dans le pré-show, mais bon, je m'en souviens plus. Un petit livre qui s'appelle Les Trésors de Tolkien. Les Trésors de Tolkien, c'est un tout petit volume. C'est sur toute voyons, je vais te le dire, l'exposition qu'il y a eu en Grande-Bretagne sur Tolkien. Et c'est pas un livre où on en apprend beaucoup sur Tolkien. C'est pas on voit sa jeunesse, mais c'est pas quelque chose qui est très développé par rapport à ça, mais il nous présente tout l'œuvre graphique de Tolkien, parce que Tolkien dessinait beaucoup. Toutes ses cartes sont là. Toutes ses jaquettes qu'il a faites pour ses livres sont là. Toutes les lettres de Noël qu'il a écrites à ses enfants sont là. Les dessins qu'il faisait. Et c'est là que tu vois à quel point il était talentueux, à quel point il était doué dans tout ce qu'il faisait. Il y a des dessins à l'intérieur de ça que j'avais jamais vus. Il y a des cartes que j'avais jamais vues non plus de ma vie. Des cartes vraiment, là, en plus, t'as l'évolution des cartes, les premières cartes qu'il a fait du Silmarillion, le deuxième, et ainsi de suite. Tu vois toute l'évolution annotée, tout ça. Et c'est tous des documents d'archives, bien entendu. C'est un magnifique petit livre. Pour tous les amateurs de Tolkien, là, c'est extraordinaire. Là. Je veux dire, c'est vraiment super bien fait, là. Ça vaut vraiment la peine, là. Puis c'est le fun parce que toute cette partie-là, on n'a pas la chance, nous, de le voir, parce que présentement, il y a une exposition de Tolkien qui va commencer à la BNF. Bibliothèque nationale de France. On s'entend-tu que j'aimerais bien ça, aller avec cette exposition-là, là, mais c'est loin un peu, là. Ouais. Mais tu sais, nous, peut-être qu'un jour, ça va venir à Montréal, j'en doute, là. Ou en réalité virtuelle. Ben oui, je sais pas, là, j'ai mon contact, là, Xavier Mathéos, qui nous écoute souvent, j'ai demandé, là, s'il y avait une possibilité de voir ça en virtuel. Ouais. Il est censé y aller, là. Ou de pousser pour que on envoie le technicien en documentation de la bibliothèque, François Hertel, du cégep de l'Apocatière, en mission. On va oublier ça. On va oublier ça. Comment ça s'appelle, ce petit livre-là? C'est Les Trésors de Tolkien. Okay. C'est vraiment très, très bien fait. Puis pour quelqu'un qui n'a pas de connaissance de Tolkien de base, ça explique très clairement sa jeunesse, la genèse de Bilbo, le Seigneur des Anneaux aussi, comment il a construit ça, le Silmarillion. Tu sais, les livres de base sont là, tous sont légendaires, comment il l'a fait, sa relation avec Edith. Il y a des magnifiques photos de sa conjointe et de lui étant jeune que j'avais jamais vu. Okay. Il y avait vraiment des trucs là-dedans que j'ai fait comme, j'ai jamais vu cette photo-là, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu cette carte-là. Okay. C'est très, très bien fait pour ça. Ben moi, j'ai vu la page couverture, parce que tu l'as mis sur Facebook. Oui, ça, c'est magnifique, page couverture. Puis je l'ai compris. Et voilà. Parce que c'est le dragon dans Bilbo. Ah, ok. C'était couché sur son or. C'était pas un roman illustré, mais tout son œuvre, quand il l'a écrit, il illustrait tout ce qu'il faisait. Il y avait énormément d'illustrations qui auraient pu être insérées dans Bilbo, dans Silmarillion, puis dans Seigneur des Anneaux. Il aurait pu clairement faire des versions illustrées, tellement il a travaillé sur ses dessins. Tellement il travaillait en aquarelle, en encre, en crayon. Et ça, toute cette partie-là de sa vie, moi, je savais qu'il dessinait, mais je savais pas qu'il était aussi doué que ça. J'avais pas conscience qu'il avait fait beaucoup de choses comme ça. Puis moi, ça m'a permis d'en connaître encore plus. Bon. La preuve qu'on en apprend tous les jours, malgré qu'on ait une grande passion sur quelqu'un, mais on a toujours des petits trucs cachés. Même s'il y a du connu, il reste toujours de l'inconnu. Exactement. Alors moi, il y a une carte d'ailleurs qui m'a titillé un peu l'esprit, parce qu'il y a une place où à droite du Mordor, il y a un petit truc qui ressemble beaucoup à la carte qu'on a vue dans la prochaine série
Alors, il y a peut-être des trucs qu'il faut que je relise dans le second âge parce qu'il y a peut-être des affaires que j'ai pas trop compris. Alors, faut que je recommence là, mes lectures parce que il y a des indices. Il nous laisse beaucoup d'indices pour la prochaine série qui vont sortir. Puis, je pense qu'il y a des affaires que j'ai pas tout compris. Okay. Alors, partons à la recherche. C'est comme une chasse au trésor. C'est super le fun. C'est fun, certain. Tellement, là, c'est incroyable. Fouiller et découvrir. Tellement tout seul à être excité, mais c'est pas grave. Ah, il y en a peut-être d'autres. Sûrement, oui. Joël? Oui. Moi, comme je vous parlais en pré-show tantôt, je suis dans une phase d'horreur, épouvante un peu. Autant... Mais pas une phase de nostalgie aussi? Nostalgie, ouais, c'est ça. Puis autant en jeunesse que pour adultes. OK. Puis ce que je voulais vous parler dans mon Samalume, c'est une web série jeunesse qui est faite au Québec. Ça s'appelle Safou la chienne. OK. Et c'est inspiré d'une revue de bande dessinée pour les jeunes qui se spécialisent dans l'horreur. Je pense c'est des gars de Lévis qui ont commencé à éditer cette bande dessinée-là. Puis c'est des petites bandes dessinées courtes, genre 1 ou 2 pages chacune. Puis ils ont décidé d'adapter le bande dessinée en genre de court-métrage. Fait que c'est des petits épisodes d'environ 5 minutes. Mais assez efficace quand même, là. Au niveau de l'épouvante, là, on revisite beaucoup, là, c'est beaucoup inspiré de légendes urbaines. Puis on va aussi avec la nostalgie dans ces petits vidéos-là, justement, là. Fait que on va faire des références, mettons, à des livres de Stephen King, ou on va faire des références au roman Frisson, justement. Il y a une ambiance, justement, des romans Frissons qui se retrouvent là-dedans. Aussi des émissions comme Fais-moi peur, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui raconte une histoire de peur. Vraiment... J'ai trouvé ça, puis je suis en retard un peu parce que la saison 2 va sortir bientôt. La saison 1, je pense que c'est 8 épisodes. Toutes des histoires séparées, des histoires différentes, puis je trouve ça cool parce que j'avais eu la chance de feuilleter un de ces magazines-là dans une bibliothèque. Puis j'ai vu les bandes dessinées que j'ai lues, je les ai vues adaptées, comme il y en a une qui c'est Karate Kill. Puis où est-ce que c'est un jeune homme qui joue du karaté, puis qui fait du karaté en fait, puis qui décide de se filmer, puis là quand il va regarder la vidéo, il va voir qu'il y a quelque chose d'autre en arrière de lui sur la vidéo. OK. Et puis ça c'était dans la bande dessinée, puis dans le petit court-métrage, on y a rajouté une petite fin en plus de ça, une fin que je m'attendais vraiment pas, surtout un truc pour les enfants. Fait que c'est ça mon ça m'allume ça matin, c'est la mini web série Safou la chienne. OK. Ça aurait pu fitter dans notre épisode sur les histoires de feu de camp. Ouais, oui, tout à fait. Vraiment. C'est disponible sur YouTube si jamais ça vous intéresse. Okay. C'est gratuit. Alors pourquoi vous en passez? Ben oui. Très bien fait. Absolument. En parlant de vidéo. Oui. Écoute, faut que je te compte une autre scène de Happy parce que je suis comme dedans, là. Il y a un des personnages. La boucane va me sortir par les oreilles. 2 minutes. Il y a un des personnages qui fait des cassettes VHS sur des gens très haut placés pour faire du chantage sur eux. OK. Alors, le personnage. Des cassettes VHS. Oui, parce que ça se pirate pas des VHS. Ah, OK. Tu comprends? Fait que lui, il garde ça dans des boîtes, puis ça se pirate pas parce que c'est pas nulle part. C'est ça. Le personnage principal, mais ça passe au feu. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est des détails, ça. Oui, c'est vrai, faut pas se casser la tête. Faut pas se casser la tête. Bref, le personnage Sax, qui est un ancien policier, qui est un genre de fou-braque, là, il va les voler. OK. Bon. Mais il vole pas les bonnes cassettes. Fait qu'il s'en va dans l'école de sa fille. Sa fille qui est à peu près peut-être 10-11 ans. Fait que avec sa partenaire, avec les dites cassettes. Parce qu'elle allait chercher sa fille, parce que c'est quand même un bon papa, quand même. Il s'en occupe de sa fille. Ben oui. Fait qu'on s'entend. Fait qu'il s'en va dans la cafétéria avec une vieille TV VHS pour regarder les dites cassettes. Mais c'est des sextapes. OK. Mais là, ils sont dans une cafétéria d'une école catholique, où ce que les jeunes ont toute une croix tatouée avec des hosties d'en face, là, parce que c'est en train de regarder des sextapes pendant que toutes les jeunes filles de 12 ans sont autour, puis qui regardent ça, puis là, tu fais comme, ouais, mais non, ça se peut pas. Mais arrêtez, non, c'est trop. Puis, ils se parlent entre eux autres, là. C'est deux adultes, là. Puis ils disent, ah non, mais c'est pas ça, là. C'est pas une bonne cassette. Mais qu'est-ce que t'as pogné là? C'est pas la bonne affaire, mais là. Oui, mais arrêtez-les.
Elle joue la cassette ben, pendant elle joue ce temps-là. pendant qu'ils se parlent. Là. Puis là, les petites filles sont en arrière, puis font comme... Puis là, t'as la même réaction qu'eux autres. Puis là, tu te dis, mais en même temps, t'as encore prôné d'un problème de morale, parce que tu te dis, mais c'est des enfants de 10 ans. Mais là, tu te dis, ouais, mais c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est donc bien malsain. Puis là, tu comme, que je veux plus. C'est ça. Le feeling, là, c'est du malaise tout le temps. Ça fait que tu mets tes mains sur tes yeux puis tes pouces dans tes oreilles. C'est épouvantable. T'es pogné en dedans puis tu sais pas comment filer. Ouais, parce qu'il y a un meilleur truc que ça, hein? La manette off. Ouais, ben j'y ai pensé. Il y a des bouts tout ce que j'ai manqué à arrêter. Là. Je me suis dit, là, c'est comme trop. Là. Ouais. Ouais, trop. Mais j'ai continué. Je sais pas quoi passer. Puis tu t'es rendu jusqu'à la fin. Il m'en reste 2 épisodes. Ah, OK. Oh, c'est pas fini? 9 et 10. OK, ça veut dire que peut-être que le punch final est pire que tout ce qui l'a précédé. Boucan dans les oreilles. Honnêtement, je sais pas comment ça va finir. En plus que là, il y en a un qui est possédé par le dieu de la mort. OK. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que tous les petits vieux nazis vont revenir. En zombie, mais j'aimerais ça, parce qu'il n'y a pas encore de zombies. Là. Okay. Il y en a eu dans la première saison. OK. Parce que il y en avait des genres de revenants dans la première saison. OK. Les Pères Noël, quand ils tuaient, ils revenaient en première saison parce que c'était un genre de c'était un genre de produit magique. Ouais. Parce que dans la première saison, c'était un Père Noël tueur, kidnappeur d'enfants. Je dois sincèrement avouer que tu as une façon particulière de me vendre cette émission-là. On sait pas si on veut l'écouter ou pas. Ensemble. Vous allez voir, vous allez capoter. Je capote déjà. On sait pas dans quel sens, mais on va capoter. On fait une soirée, là, vraiment, là, nos 4, là, puis on s'assoit, puis... Je vais m'arranger pour mettre juste l'éclairage fluo. Oui, ça serait idéal. OK. On amène ça de ton globe, là. Oui. J'en ai un là-dedans, puis j'en ai un autre. Fait que je peux mettre ça Blacklight, ça sera encore mieux, puis on s'habille tout en blanc. Et puis en plus, on est dans le temps de l'Halloween, il s'en vend des ampoules de Blacklight. Yeah! Super. Écoute. J'ai 3 samalumes. OK? J'ai pas de samétain. Ah, moi non plus. Mon premier samalume, Final Fantasy VII. OK? Le remake. Parce que là, récemment, on a ressorti une nouvelle bande-annonce. Et je regarde cette bande-annonce-là. Et je considère revoir les personnages que je connaissais, réentendre les personnages que je connaissais, pour me rendre compte que, dans le jeu original, là, c'est juste des textes. Ils n'ont pas de voix dans le jeu original. Donc, comment ça se fait que je les réentends dans bande-annonce comme je me rappelle de les avoir entendus? C'est ta boucane qui sort de tes oreilles. Peut-être, ou c'était de la boucane dans mon cerveau. Mais le texte peut avoir une voix. Exactement. Parce qu'en plus, les personnages, c'était rien que des Moses de polygones, là. C'était un jeu de PlayStation 1, là. Et rappelle-nous, là, Final Fantasy VII, c'est lequel? Celui avec Cloud, qui lui est blond avec les cheveux en pique, avec une épée immense, accompagné de Barrett, qui est un personnage noir avec une mitraillette à la place d'un bras. Le personnage de Tifa, qui, elle, a un croque-top blanc puis qui n'a rien à envier à Lara Croft. C'était des polygones. On pouvait pas faire des petits, des gros polygones, on faisait des gros. Et le personnage de Aerys, qui, elle, a une fin dans le jeu. Je peux pas en dire plus, même moi, personnellement, je me suis jamais rendu jusque-là, mais je le sais. Donc, ça veut dire que quand j'ai joué à ça, ça faisait apparaître ces visages-là dans ma tête et ces voix-là dans ma tête. C'est là que j'ai compris à quel point c'est un grand jeu, ou du moins un jeu qui m'a grandement influencé. Donc, moi, là, regarde, FF7 Remake, là, fiston la même chose, là, ça sort puis c'est rendu dans la maison. Ça, c'est sur les PlayStation. C'est ça. C'était de toute façon exclusif à PlayStation à l'époque, sur PlayStation 1, et je pense que c'est uniquement sur PlayStation 4. Malgré qu'il y a déjà eu une version PC. Mais bon, ça, c'est mon premier ça m'allume. Mon deuxième ça m'allume, le film Tolkien au cinéma princesse. Oui. C'est pas tant que j'ai hâte de le voir ou que je suis un fan de Tolkien à pu finir, c'est que je considère que c'est une petite victoire pour la culture, pour les cultivés pop
de Rivière-du-Loup. Ouais. Parce que je pense que, oui, on l'a 2 soirs dans le cadre du ciné-festival ou cinéma d'auteur ou je ne sais pas trop dans quelle catégorie on classe ça, là. Mais c'est parce que les crinqués l'ont demandé. Ouais. OK? Ouais, parce qu'il est tard, là. Il est sur le Bon, tard. oui, Il mais est arrivé en DVD. C'est ça, mais c'est vraiment pour... C'est dans le cadre d'un événement. C'est ça, oui, absolument. C'est pour permettre aux gens de le voir sur grand écran. Cool. Et juste à l'endroit où je travaille, il y en a quelques-uns qui ont dit « Ouais, je vais aller voir ça. Ouais, je vais aller voir ça. Ouais, je vais aller voir ça. » Génial. Donc, il y a une petite victoire pour les crinqués d'avoir ce film-là pour réussir à le voir sur grand écran. Puis ça va être aussi d'être présent justement pour leur montrer notre approbation d'avoir fait ce choix-là. Moi, de dire, hey, on aurait voulu le voir. Là, moi, si j'ai l'occasion, dimanche en après-midi, je vais aller voir ce film-là, c'est sûr. C'est dimanche en après-midi, puis lundi soir. Lundi soir, exactement. Et mon troisième, ça m'allume, c'est au nom des fans de Harry Potter, c'est que la pièce Harry Potter et l'enfant maudit, présentée en Australie, à l'extérieur, ça le marque. Mais là, on a changé les mots Harry et Potter par le logo Harry Potter tel que vu sur les affiches de films. Il est écrit comme en éclair. Là. Ça, c'est un logo qui appartient à Warner Bros. Non, à Warner Brothers. Non. OK. Ben, semble-t-il que Warner Brothers a désormais tous les droits à Harry Potter et l'enfant maudit. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire avec? C'était écrit dans le ciel que ça allait finir par faire ça. Ils voulaient faire la tournée de la pièce de théâtre pour ramasser qu'est-ce qu'il y avait à ramasser avec ça. Mais c'était sûr que ça allait finir en film. Là. C'est ça. Mais ça, c'est pas annoncé. Là. C'est une spéculation de ma part et de plein d'autres. C'est l'idée de le rendre accessible à tout le monde aussi. Oui. Là, le théâtre, la pièce de théâtre, quand même qui ferait le tour du monde. C'est pas tout le monde qui va y aller. Tu sais, elle se rendra pas dans une petite ville comme ici. C'est ça. Là. C'est ça. Même si ça passait à Québec, qui est à 2 heures d'ici maximum. Puis on serait vraiment chanceux. Là. Est-ce qu'on ferait 2 heures pour aller voir ça? Ben, les vrais fans, d'après moi, oui. Là. Oui, ouais, mais pas monsieur, madame, tout le monde. C'est ça, mais qui, pas pour faire la file. Iraient le voir au cinéma si c'est adapté. Oui, c'est ça. Et, regardez, ils vont tous dire oui pour revenir, là. Il n'y a pas un acteur de Harry Potter qui va refuser de reprendre son rôle pour faire ça 20 ans après, là. Je pense que c'est réglé. Et non, je t'ai rendu à mon troisième, c'est ça. J'ai fait le tour. Mais j'ai pas de samétain. Il y a rien qui... Une petite soirée sans samétain. C'est ça. Regarde, je pourrais peut-être en trouver un, là. Tout ce qui est... mais t'es pas obligé. Mais tout ce qui est casting de James Gordon puis de Catwoman dans le prochain Batman, là. Là, on parle d'acteurs et actrices noirs pour ces 2 rôles-là. Donc, si James Gordon est noir, Batgirl aussi. Mais bon. Moi, Pattinson fait mon affaire, on verra pour le reste. En plus, qu'il paraît-il, le Joker pourrait se retrouver à l'intérieur de tout ça. En tout cas, bref. On verra. Il y a beaucoup de spéculations. On va commencer par voir comment Joker finit, là. Ouais. Ce qu'on sait pas. On va le savoir au mois d'octobre. On va savoir comment va se passer le 2e week-end de Joker aussi, parce que le premier, c'est sûr que ça va bien, là. C'est le 2e qui fait foi de tout. Mais après ça, on verra. Là, la grande question. Prochain épisode. 84. 82. 83. Oui, 83. On compte fort. C'est rendu tard, là. Ouais, non, c'est cancer du cerveau. Automatique, c'est sûr. J'ai aucune idée, encore une fois. On va piger dans notre banque. Mais je lance la possibilité, mais ça... Imaginatrix devra faire aller ses contacts peut-être pour nous trouver l'invité, là. Mais le sport, ça me tente. OK? Le sport dans la culture pop dans le sport, me semble qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça. Clairement. Si on est capable de mettre la main au collet de notre crinqué qu'on veut. On verra. Mais bon, regardez, suivez-nous sur notre page Facebook. Suivez-nous sur les différentes plateformes de streaming. On se reparle bientôt.